Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Ibn Jawad de chez Muslim Life. Ici, nous parlons de fitness sans fitna, dans le but de prendre soin de nos corps sans corrompre nos cœurs. Sachez tout d'abord que ce podcast est disponible sur Spotify ainsi que sur YouTube. Wa barakallahu fikum. Bienvenue dans Parole d'expert. Mon invité du jour est Léo Tamaki. Il a pratiqué bon nombre de styles de combat depuis le plus jeune âge, puis est devenu enseignant d'aïkido. Il a fondé sa propre école, le Kishinkai, dans une quinzaine de pays, où il enseigne d'ailleurs son style. On va parler des mensonges et propagandes des arts du combat, ou ce que l'on appelle plus communément le mitojutsu. Ok, donc j'écoute, je t'ai invité notamment pour parler de l'histoire des bujutsu. Alors, bujutsu, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire arts martiaux. Moi, personnellement, j'évite de dire le terme arts martiaux parce que Mars, en vérité, c'est le dieu de la guerre. Et bon, en islam, on évite de dire, du coup, évidemment, les divinités. Du coup, je t'ai invité pour parler des bujutsu et notamment de son histoire. Et je pense que, en fait, j'ai pensé que la meilleure manière de commencer, ce serait de parler du terme Bushido. Bushido. Oui. Alors, Bushido, c'est un terme relativement récent qui a été popularisé par un écrivain qui s'appelle Inazo Nitobe et qui a écrit justement le bouquin qui s'appelle Bushido. Et il a écrit ce bouquin en anglais à destination des Américains principalement. Donc, ça rassemble tout un tas de principes, De règles et de codes, ouais. Voilà. À savoir que c'était pas aussi clair et défini dans le passé. Il y avait des variations. On se transmettait des codes de conduite qui pouvaient varier. Et les mots même n'avaient pas le même sens dans le passé, si tu veux. Et alors, il faut voir aussi que le Japon, c'est un pays qui a été dominé par une classe guerrière. Et donc, les traditions guerrières sont assez différentes des traditions guerrières qu'il peut y avoir en Europe où c'était dominé par les nobles. Donc, parce qu'au Japon, il y avait des nobles, les nobles et les guerriers, donc c'est tout à fait différent. Et donc, il y avait des guerriers qui s'élevaient, qui devenaient seigneurs, etc. Mais ce n'était pas l'équivalent de baron, duc, prince, roi, empereur, etc. Et donc, chez les guerriers, il y a un très grand pragmatisme. Et quand bien même les nobles allaient aussi à la guerre, il y avait une dimension éthique qui était souvent beaucoup plus présente et beaucoup plus forte, d'où l'idée de fair play, sportsmanship, etc., etc. Le duel, le Japon comptait très peu de duels. Or, en France, je ne sais plus, mais à la pire époque, je ne me souviens plus, c'était 1500 ou 15 000 nobles qui s'entretuaient par année dans des duels. Donc, c'était les gens s'affrontaient, ils pouvaient se tuer, mais il y avait beaucoup plus de règles éthiques qu'il y en avait en réalité au Japon. Il y avait très très peu de règles, beaucoup d'attaques surprises, d'attaques en traître. Donc les traditions guerrières japonaises, c'était quelque chose de très brutal. Ça, c'est pas l'équivalent de la chevalerie. Mais alors, je te laisse finir, Pardon. Dans les traditions guerrières japonaises, par exemple, dans la plupart des écoles, les premiers mouvements que tu vas apprendre, c'est des mouvements. Alors, tu apprends Tori et Uke, celui qui fait et celui qui reçoit l'attaque. Hein. Mais donc, tu es attaqué par surprise. Donc, par exemple, en Aïkido, tu es à genoux face à un mec et le mec, il t'attaque par surprise. Donc, tu es face à face avec un gars qui est à 1,5 m de toi. Ça veut dire que tu es dans une situation comme si tu étais à table avec quelqu'un, dans une situation de confiance normalement. Et c'est là que la personne va t'attaquer, quand tu t'y attends le moins. Mais tu apprends aussi, puisque tu apprends aussi à attaquer, tu apprends que quand tu vas attaquer quelqu'un, il faut l'attaquer quand il s'y attend le moins. Donc, toutes ces idées éthiques, c'est en fait, lorsque le Japon s'est ouvert au reste du monde, pour ne pas voir sa culture disparaître, il l'a modifiée.
paradoxalement. Donc, c'est-à-dire que pour pas que ça disparaisse totalement, il l'a conservé, mais l'a modifié. Et donc, ils ont observé tout ce qu'il y avait à l'étranger et ils ont créé des alternatives japonaises. Donc, par rapport au mariage religieux, ils ont créé le mariage Shinto. Donc, le premier mariage Shinto, si je ne me trompe pas, c'est l'empereur Meiji, donc l'empereur qu'on voit dans le dernier Samouraï. Enfin, ils ont donné plein de, comment dire, d'alternatives comme ça pour que les Japonais prennent la version japonaise du truc au lieu de prendre une version étrangère. Donc, c'était des nouvelles traditions, mais qui avaient le goût japonais, qui leur ont permis de conserver une identité propre. Donc, on a voulu faire coïncider, notamment avec le Bushido, comment dire, en faisant passer les samouraïs pour l'équivalent des chevaliers, avec une éthique, etc. Or, l'éthique était très différente. Et on le voit notamment dans les écrits des samouraïs en soi. Lorsqu'on voit notamment Musashi, notamment, on voit que ses codes et ses techniques, ses tactiques et sa façon de procéder n'est absolument pas celle que l'on peut croire dans c'est pas le fair play. Dans le folklore. Ouais, c'est pas le fair play. Il n'y a pas de fair play. On va se battre et tout est permis. Mais lui il s'attend aussi à ce que l'autre soit prêt à tout. Ouais. Je veux dire, on a décidé de s'affronter. À partir de là, tout vaut. Il y a aucune règle, aucun interdit, tout est possible. C'est un autre monde. Le cadre est totalement ouvert. Et encore, chez Musashi, on sait déjà qu'on va s'affronter. Mais le samouraï, le samouraï, par exemple, à l'époque du Bakumatsu, celle du dernier samouraï, alors les attaques surprises étaient innombrables. Ça se passait dans des auberges, les gars ils étaient en train de manger, paf, les autres ils déboulaient à 10, 15 armées de sabres, etc. C'était des massacres. Pourtant, on voit bien que si on parle à quelqu'un justement de code du samouraï ou quoi, ça va être complètement l'opposé de ce sur quoi on est en train de parler là. Mais alors, toute la tradition, ce que connaît le commun des mortels et la réalité, c'est des choses complètement différentes. Voilà, c'est pas trop aussi éloigné que le jour et la nuit. C'est pas créé dans les arts martiaux, ça, malheureusement. Tout à fait. Mais alors, j'ai une question dont je connais pas la réponse. Quelle est la différence du coup entre Budo et Bushido, concrètement? Parce que concrètement, si je comprends bien, Bushi c'est le guerrier et Bu c'est la guerre, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bushi c'est le guerrier, Bu c'est la guerre. Alors Bushido, c'est la voie que suit un guerrier. Donc il faut être un Bushi pour suivre le Bushido. Budo, c'est une voie issue des traditions guerrières, quoi. Et donc, tu n'es pas obligé, si tu veux, d'être un guerrier pour suivre une voie martiale, ou pratiquer une voie martiale. Mais encore une fois, le Bushido, c'est un terme qui est peu employé, voilà, c'est surtout Budo est beaucoup plus utilisé. Bien sûr. Et je pense c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce terme, parce que je pense que c'est une bonne introduction éventuellement. C'est un très bon livre, Bushido. Oui, bien sûr. Pour les gens qui l'ont pas lu, et en plus parfois, comment dire, ça n'est pas un mensonge, mais c'est une version simplifiée, quoi. Cette version simplifiée peut inspirer et amener. Après, si tu veux, par exemple, en Aikido, l'image de Ueshiba est très très forte, le fondateur de l'Aikido, Morihei Ueshiba. Mais donc moi, j'ai été inspiré aussi par lui quand j'ai commencé l'Aikido. Je voyais cette image un peu mystique, ça me faisait un petit peu rêver. J'étais à la fin de l'adolescence, et après, j'ai découvert que le personnage avait aussi un côté obscur, une face sombre, mais de toute façon, il a fait la guerre. Pas important. Ouais, alors ce qu'il a fait exactement pendant la guerre, on ne sait pas trop. Il a été militaire, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a été sur le champ de bataille? Ça semble peu probable, mais rien n'est certain sur le sujet. Quoi qu'il en soit, alors, il était ultranationaliste, il semble qu'il était aussi un coureur de jupons, tout ça. Il y a plein de choses, mais au final, j'avais pas besoin de ça au départ. Et l'image que j'ai eue, le mythe qui m'a inspiré était plus important parce que il m'a inspiré à faire quelque chose de bien. Et quand après j'ai été suffisamment adulte pour voir le fond des choses, bon, et ben voilà. Donc le Bushido, encore une fois,
Ce qui peut être dommage, c'est quand tu vois des experts qui sont 6, 7, 8e dan et qui prennent ça pour argent comptant et qui ne sont pas capables d'avoir du recul et de voir qu'il peut y avoir des inexactitudes. Mais pour quelqu'un qui débute les arts martiaux, c'est très inspirant. Et moi, voilà. De toute façon, je pense que le problème, il vient du fait que, comme tu l'as si bien dit, hein, quand tu étais jeune notamment, c'est que malheureusement, on est souvent amené à être dans l'exagération envers des personnes, et envers notamment les fondateurs des Bujutsu, notamment les fondateurs de leur style, etc. Et parfois, on pense à tort, en tout cas, c'est ce qu'on voit souvent au niveau des pratiquants, c'est que les pratiquants pensent à tort que un expert, c'est limite une divinité, quoi, dans le sens où il est capable de tout faire et de tout, et il connaît tout sur tout et il est invincible. Alors que non, déjà son style en soi a des failles comme n'importe quel style, déjà. Et cette personne-là, c'était un homme. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Justement, on voit ça notamment avec certains styles et notamment au niveau de l'aïkido. Je trouve que c'est un style quand même qui est assez particulier dans son évolution. Bon, maintenant, malheureusement, je pense que c'est un terme qui est un peu fort, mais c'est une réalité peut-être, mais il y a une déchéance au niveau de l'aïkido et notamment des pratiquants. Je pense que tu es d'accord avec moi. Voilà. Je le vois à la caméra, tu parles oui, mais les gens ne le verront pas. Mais voilà. Non, mais j'abonde dans ton sens, tout à fait. Oui, malheureusement. Et est-ce que ça ne s'explique pas par notamment cette différence, ce manque plutôt de discernement avec le réel et cette manque, comment dire ça, cette exagération aussi au niveau des maîtres et oui, comme je l'ai dit, au niveau de l'exagération, au niveau des pratiquants aussi. Ouais. C'est sûr que plus l'image du maître est forte, mais dans l'absolu, l'image du père, je veux dire, quand tu vois dans n'importe quelle famille, quand il y a un père qui est très fort, qui a une très grande réussite, une très grosse personnalité, que ce soit un artiste, que ce soit un homme politique, un chef d'entreprise, souvent, ça peut écraser la descendance. C'est très difficile. Et dans les arts martiaux, c'est pareil. Donc, plus le fondateur a été fort, et plus pour les générations qui suivent, c'est un peu difficile. Lorsqu'il y a suffisamment d'écart, ça va, mais là, oui, je sais pas, c'est encore très récent. Donc, ça, c'est une des raisons. Après, une autre raison, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. Aujourd'hui, quelqu'un qui pratique les arts martiaux, je veux dire, sa vie n'est pas en jeu. Donc, voilà. Le niveau le plus bas, par exemple, enfin, pas le plus bas, mais un des niveaux les plus bas dans les pays où je vais, c'est le Japon. C'est un pays qui est extrêmement... Attends, tu peux répéter ça, s'il te plaît? Je disais un des pays où le niveau de pratique est le plus bas, c'est le Japon. Mais Donc, c'est super étonnant, ça, on est d'accord. Non, pas vraiment, dans la mesure où là aussi il y a plusieurs facteurs. C'est que il faut comprendre le traumatisme que c'est la guerre de 45. Oui, bien sûr. Dans chaque famille, il y a des gens qui sont morts ou qui sont revenus marqués dans leur corps, amputés, etc., etc. Il y a 2 villes qui ont été rasées comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on sait ce que c'est une bombe nucléaire. À l'époque, les gens ne savent pas. Et on te dit, tu vois, il y a une ville, allez, tac, en un instant, la ville a disparu. C'est comme si on te disait aujourd'hui, New York vient de disparaître. Tu vois. Ou nous qui habitons en France, on dit, tac, Lyon vient d'être anéanti en un instant. La ville a disparu. C'est un traumatisme qui est inimaginable. Et donc, les gens ont cru que le Japon allait disparaître et ils ont considéré que les militaires étaient responsables de ça. Et tout ce qui était guerrier était vraiment renié, rejeté. Donc, Henri Play me racontait qu'il jetait les sabres, les armures dans les ports. Ah oui, d'accord. Tu pouvais acheter ça pour une poignée de pain. Vraiment. Et donc, après, ça a été un peu repris, mais ceux qui ont repris sont soit les gangsters, soit l'extrême droite. Tu vois, parce que parfois, c'est assez lié. Deuxième chose, c'est un pays qui est très, très sûr. Je dirais, à part Monaco ou la Suisse, il n'y a pas plus sûr que le Japon. Donc, il n'y a aucune nécessité d'être efficace et
même en France, la plupart des gens sont un peu bagarres à l'école, ont vu des bagarres et ont participé un petit peu. Au Japon, c'est extrêmement rare, même à l'école, de se bagarrer. Dans la rue, je t'en parle même pas. Donc, il y a aucune connaissance de la violence. Et l'expérience de la violence, elle se fait à travers les mangas. Les mecs, ils lancent des boules de feu, ils volent, et, tu vois. Hum, Donc, c'est pour ça que tu te retrouves à avoir des gens qui font du no-touch et ainsi de suite. Alors pour Euh, expliquer un petit peu ce qu'il veut dire par le no touch, c'est bah, malheureusement je sais pas si on peut appeler ça des maîtres, mais bon, des personnes qui pensent que on peut faire des vagues d'énergie et contrôler la personne avec sa propre énergie et malheureusement, bah, vous imaginez bien que c'est faux et malheureusement, ce qui se passe, c'est que bah, des fois, il y a des debunks aussi et voilà. bah, ça amène à des catastrophes. C'est ça. Et Mm. donc, voilà, le Japon est un pays très très sûr, il n'y a pas d'obligation de résultat, ils n'ont pas besoin pour vivre, c'est de plus en plus éloigné de leur expérience directe, donc le niveau est très très, très bas, quoi. Voilà, Mhm. il y a Il y quelques avait, étrangers qui vont là-bas, mais il y avait il y avait Sifu Jean-Luc Le Sueur, je sais pas si ça te parle, oui, tout à euh, fait, bien sûr. qui bah, c'est mon Sifu de Wushu, Mhm, qui m'expliquait notamment qu'il a remarqué que les, euh, les Asiatiques, de manière générale, sont de l'Asie, hein, qui sont nés en mhm, Asie, sont très, très souples et encore qui est assez bon pour les Bujutsu. mhm. Mais il a remarqué que justement les Européens ont beaucoup plus cet esprit guerrier. Et bah, je pense que justement tu viens d'expliquer pourquoi du coup. Oui, et il a tout à fait raison. Moi, j'ai parlé à plusieurs experts soit parlé directement à des experts, soit des experts qui ont écrit que l'avenir des arts martiaux était à l'étranger. Euh, et ça se comprend. Si tu veux, de toute façon, les traditions culturelles euh, évolue, voyage. Encore une fois, le bouddhisme qui est né en Inde, qui après est passé en Chine, puis en Corée, puis au Japon, à chaque fois a évolué, a changé. Donc Mm. voilà, toutes les traditions, quelles qu'elles soient, euh, musicales, artistiques, guerrières, spirituelles, etc., évoluent en fonction du temps et voyagent aussi dans l'espace et donc prennent une nouvelle forme. Alors, bah, je voulais rebondir du coup sur ta pratique de l'aïkido. Mhm. Euh, Il y a deux termes. Il y a l'aïkido et l'aïkidjutsu. Et c'est quoi la différence entre les deux? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que alors, Aiki, donc il y a Ai, c'est harmonisé, Ki, intention, énergie, etc. Donc ce sont et autant dans les arts martiaux chinois, le Ki est un terme très fréquent, dans les arts martiaux japonais beaucoup moins, et il est utilisé dans des sens différents. Et dans les arts martiaux japonais, Tu au départ, expliquerais ça par quelque chose? Pourquoi ce terme-là est moins représenté dans les arts martiaux chinois? et non, il est plus représenté dans les arts martiaux chinois, Ah, Ki. plus? D'accord. Oui, plus. Il y a beaucoup plus alors, l'aspect santé, par exemple, est Hmm, beaucoup plus important dans les arts martiaux chinois que sans japonais. aucun doute. Ouais. C'est lié à une conception du monde qui est différente. C'est-à-dire que au Japon, après ta mort, tu es une nature de kami, c'est-à-dire que tu es une nature divine. Et donc, il y a un autre stade de vie. En Chine, pour simplifier, on va dire que c'est comme s'il n'y avait rien après. Donc c'est maintenant et tu veux que tu vas être là le plus longtemps possible et dans le meilleur état possible. Donc Mhm. Donc vraiment, leur pratique martiale est directement liée à leur croyance en fin de compte. elles sont toujours influencées de toute façon, qu'on le veuille ou pas. La pratique martiale va toujours être influencée par les croyances, l'environnement, l'époque dans laquelle vit le pratiquant. Donc Mhm. c'est plus ou moins conscient, c'est plus ou moins délibéré, mais il y aura toujours une influence. Et donc, dans les arts martiaux chinois, alors il y a les deux qui est employé vraiment dans les deux sens, dans le sens d'énergie pour la santé, etc., et dans le sens d'intention aussi. Euh, mais eux encore, ils ont plus de termes plus précis. Euh, et la langue chinoise même est beaucoup plus précise que la langue japonaise. Donc, en ce sens,
c'est un petit peu plus occidental. Vraiment, le japonais, c'est déjà par la géographie, c'est une île, et donc il y a beaucoup plus qui était partagé par les Japonais que par les Chinois. Déjà, les Chinois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ce sont de multiples États, de multiples ethnies, etc. Il y avait beaucoup moins d'homogénéité que dans le Japon, même si au Japon aussi il y avait quelques ethnies différentes. Mais enfin, pour résumer, au Japon, on vivait vraiment une expérience commune. Et donc, l'exemple que je donne, c'est que même la poésie là-bas, le haïku, c'est, tu vois, trois petites lignes, quelques mots. Mais comme les gens partagent une expérience commune, un seul mot va évoquer plein de choses qui sont similaires pour toi et moi, parce qu'on a vécu au même endroit les mêmes choses. Mais si tu veux, si un Esquimau parle du soleil de janvier et que c'est lu par un Africain, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ils n'ont pas du tout la même expérience, donc il faut que ce soit beaucoup plus descriptif. Mais les Japonais étant sur une île qui n'est pas très grande non plus, donc c'était beaucoup plus uni et il y avait beaucoup moins besoin d'expliciter et c'était beaucoup plus dans le ressenti. Euh, euh, En Chine, c'était un empire beaucoup plus vaste et les choses étaient beaucoup plus précises, explicitées, verbalisées, et ainsi de suite. Voilà. Et donc dans les arts martiaux japonais, qui étaient utilisés dans le sens de intention. Et il y a aussi l'utilisation du terme qui dans le sens de énergie pour la santé, mais encore une fois, c'est très très peu dans les arts martiaux, sauf à partir du XXe siècle, où à partir du moment où on s'en servait plus trop, c'est là où pour moi, on a commencé à avoir une petite dérive. Voilà, parce que je crois vraiment que le ki dans le sens d'énergie recouvre une réalité. Encore que, et pour moi, ça recouvre plusieurs choses, mais bref, j'ai expérimenté en allant voir des thérapeutes et tout au Japon, des choses. Ça fonctionne, mais il peut y avoir aucune application martiale. Zéro. C'est-à-dire que de toute façon, à travers les cultures, il y a tous les écrits qui nous sont parvenus. Nulle part, que ce soit au Japon, en Chine, en Occident, en Afrique ou quoi, on te dit un tel a vaincu machin à distance avec une décharge d'énergie ou quoi, ça n'existe pas. Par contre, dans toutes les traditions, on parle de coupeur de feu, magnétiseur, machin, ce que tu veux, etc. Bah, notamment lorsqu'on s'intéresse au Tsubo, tu vois clairement qu'il y a une connaissance qui aujourd'hui est un peu perdue d'ailleurs, je pense, et même dans leur pays. Je pense qu'il y a malheureusement peu de personnes qui vraiment ont cette connaissance vraiment poussée, notamment des Tsubo et des méridiens, etc. Il y avait Jean-Paul Bindel qui est décédé récemment, qui connaissait vraiment énormément le sujet. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est perdu, et je pense qu'aujourd'hui, notamment avec l'avènement du MMA, je pense qu'on a des a priori qui sont fondés, parce qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de mensonges, et du coup c'est logique que certains voient un peu entre guillemets le mal partout dans les bouddhistes traditionnels, mais la réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont formidables et même qui sont vraiment étonnantes dans les arts martiaux. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé étonnant un peu dans mes recherches, c'est que eh bien, les tsubo, donc les tsubo, c'est les méridiens, les points de pression, ils sont complètement liés à la hijama. Donc la hijama, je ne sais pas si toi tu sais ce que c'est. Non, pas du tout. Non. La hijama, c'est une pratique médicinale qui a été recommandée par le prophète Mohammed, qui consiste à utiliser des ventouses, mais ce n'est pas les ventouses que tu as déjà vues. Parce que je sais que tu vas te dire ventouses, tu vas me dire ah oui, mais non. C'est pas exactement la même chose. C'est en fin de compte, les ventouses qui sont souvent utilisées, notamment pour les athlètes aujourd'hui, etc., ils sont notamment utilisés à sec, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Dans la hijama, on coupe. Il y a des très très fines coupures qui, en fin de compte, permettent d'enlever le mauvais sang. Et ce qui est étonnant, c'est que les points, parce qu'on ne va pas faire ça n'importe où, eh bien, les points qui sont utilisés dans la hijama sont exactement les mêmes que les tsubo que l'on utilise dans la médecine chinoise. Donc ça, je trouve ça super intéressant de faire cette remarque. Ça y est, je t'entends, ça y est. Tu m'entends, c'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas.
Bon, Donc ouais, alors, j'entendais que tu m'expliquais là les jamais, ouais. ventouses avec les points précis qui étaient similaires. Bah, Tsubo, écoute, ouais. je suis pas trop surpris vu que Mhm. même pour les traditions guerrières, au final, chacun essaie de faire croire que il a quelque chose de Qui est le spécial précurseur. qui n'existe pas ailleurs, mais de Ouais, toute façon, je veux dire que toutes les traditions, on met un coup de poing, un coup de pied, on tord un bras. Après, il y a des petites variations, mais sincèrement, ce sont des c'est du vernis, quoi. c'est clair. Voilà. C'est clair. Et donc, pour revenir à l'aïkido, à l'aïkidutsu, donc, euh, aïki était un terme qui était connoté assez négativement dans le passé. Son sens a évolué avec le temps et il a commencé à être reconnu donc, fin 1800, si je ne me trompe pas, suite au livre d'un journaliste qui a utilisé ce terme pour parler d'arts martiaux. Et après, donc, Takeda Sokaku, le fondateur du Daito-ryu Aiki Jujutsu, voilà, est le premier à l'avoir popularisé. Alors, dans l'école Daito-ryu, euh, donc aujourd'hui, par les spécialistes, c'est reconnu que ça a été fondé par Takeda Sokaku, même si certains essaient encore d'entretenir le mythe que ça a été créé au 6e siècle ou je ne sais plus quand. Mhm. Il y a des écoles qui sont bien antérieures. Pour moi, c'est totalement stupide et ça n'enlève rien à la valeur d'un art qui a été créé hier, il y a 100 ans, il y Oui, a 500 ans ou il y a 1000 ans. Un art a une valeur intrinsèque et sa valeur ne dépend pas de la date de création. Bref, donc il y a eu l'aikijutsu qui a été fait à cette époque et après, Ueshiba Morihei a étudié l'aikijutsu et son art a été appelé, a eu plusieurs noms, mais dont aikijutsu, puis aikibudo, puis aikido. Mais concrètement, sa pratique n'a pas réellement évolué dans les formes. Il y a des vidéos sur Internet où tu peux le voir, on montre des vidéos d'avant-guerre puis d'après-guerre parce que certains essayent de dire mon aikido est meilleur que le tien parce qu'il est d'après-guerre ou parce qu'il est d'avant-guerre. Ça n'a pas de sens de toute façon. Euh, c'est surtout et contre-productif, surtout, je trouve. tout à fait, en fait, moi ce que je pense toujours, c'est que si t'es bon, t'es bon. Je me moque de ta carte de visite. Qui était ton prof? Qui était ton père? Où t'as appris? Quand date ton art? Est-ce que t'es Alors, bon ou pas bon? C'est tout. ouais, alors Euh, moi, euh, je pense quand même que comment dire, qui est ton prof? Je pense que quand même c'est important quand même de savoir chez qui il a appris, parce que un prof en soi peut apprendre malheureusement des très mauvaises choses à un élève. Et par exemple, lorsque je parle notamment du Wing Chun, lorsque je vois une personne qui vient de chez Didier Bédard, et lorsque je vois une personne qui vient, en plus on parlait en off de Didier Bédard, lorsqu'on voit une personne qui vient de chez Didier Bédard et lorsque je vois une personne qui fait du Wing Chun qui vient d'une autre, d'un autre prof, c'est deux choses complètement différentes. Mais oui, oui non, mais ça peut être dans différent, l'idée, mais je suis complètement d'accord. c'est vrai que ça donne une information. Mais maintenant, si tu veux, si par exemple un gars vient me voir, il me dit je suis un grand astrophysicien, physicien. Non, Mon prof était Einstein. Ok, ton oui, prof oui, était c'est clair. Einstein, Mais mais qu'est-ce que tu fais, toi? voilà, peut-être il a eu 10 000 élèves et peut-être toi, tu étais le cancre ou Ah, tu c'est étais clair, bien sûr, sans aucun peut-être doute. l'idiot de la classe. Donc, Ça te si donne tu une veux, information, mais ce n'est pas une fin en soi. c'est ça, quand tu vois un champion de boxe, t'es pas intéressé de savoir qui était son prof ou un champion de tennis. Le mec, il est bon ou il est pas bon. C'est pour ça que en aikido, particulièrement les gens qui, sur leurs affiches, mettent leur dan ou qu'ils ont passé tant de temps au Japon, ou qui sont élèves de maître machin. Bon, ça m'intéresse pas vraiment. Mhm. Moi, j'ai envie que les gens tiennent debout eux-mêmes, présentent leur travail, point. Après, ça peut me donner des petites informations de savoir d'où ils viennent, des indications, quoi, mais euh, voilà. On connaît même effectivement, un mauvais prof va généralement former des mauvais, et un bon, à plus de gens doivent former des bons, hein. Mhm. Mais Mhm. euh, Mais ce n'est pas une fin en soi, bien sûr, je comprends voilà. tout à fait ce que tu veux dire, hein. C'est que l'élève peut avoir eu un bon maître, mais ça reste une personne, c'est la personne qui va nous intéresser. Et Ou peut-être même un que. mauvais. Tu vois, il y avait Mhm. Stefano Suras qui était vraiment Je une connais pas. plaisanterie. Bon, tu regarderas Stefano, Stefano, et Suras, Surace, Ouais, un mythomane de première ok. qui expliquait que son père, pendant la guerre, avait hébergé un japonais qui était, je sais plus quoi, X-Dan, Mhm. qu'il avait transmis à son père. Donc lui, il avait Ouais, reçu le d'accord. truc secret et
il se pointait en charentaise, il jetait ses charentaises au mec. Enfin, bon, c'était un sketch total. Et il a eu je crois qu'un de ses élèves, je me demande si c'est pas Nicolas Régnier qui était un de ses élèves. Enfin bon, il a eu des. Ah bon? Ah oui? Ouais, Ah oui, étonnant. Ouais. des mecs ont commencé chez lui et qui sont devenus bons, quoi. Alors que lui, C'était un prof de quoi? de Jiu-Jitsu, je sais plus comment il y a. Suras Jiu-Jitsu, ou je sais pas s'il y avait Ok, pas d'autres noms, Butokukai Jiu-Jitsu, je sais plus, enfin bon. d'accord. Ok. Mais c'était une plaisanterie. Alors, encore Ah une ouais, bien fois, sûr, bien sûr. il y a beaucoup plus de chances d'être mauvais quand tu es un mauvais prof et Voilà, d'être c'est bon ça. quand tu es un Ouais, bon c'est prof. clair. Voilà, Ouais, c'est une c'est ça. info. Non, Mais on se rejoint c'est pas une complètement. garantie. Voilà. On se rejoint complètement là-dessus. Je voulais savoir juste à titre personnel, tu as fait quoi comme wushu? Tu m'as dit que tu avais fait du kung fu. Tu avais fait quoi? Ouais, j'ai pratiqué deux écoles différentes. La première, donc c'était le truc fédéral avec Mustapha et Rasfa. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de croiser aussi Zenati, qui était un bon ami de Sifu et Rasfa. Et puis après, Shaolin Chuan, Point du Nord, j'ai oublié c'était le nom du maître chinois qui était en Italie. C'était à la montagne Sainte-Geneviève, chez Ripley. Voilà. D'accord. Ok. D'accord, génial. Génial. Ok, on va pouvoir bifurquer sur ce que je t'avais envoyé. Du coup, je voulais parler, en plus ça tombe bien parce qu'on en parlait implicitement, du terme, le fameux terme des années 2010, le Mito Jutsu. Alors, déjà, est-ce que ça existe ou pas? Bon, je pense que... Bah, oui, je comprends ce que Cyril Diabaté Mhm. veut dire par là. Je comprends tout à fait. Si tu veux, des charlatans, il y en a toujours eu, à toutes les époques. Bien entendu, quand euh, l'art l'art était nécessaire pour survivre, il y en avait beaucoup moins. Oui, exactement. C'est sûr. Et il y en a beaucoup Complètement plus d'accord. aujourd'hui. Après, en fait, le problème, Généralisé? c'est d'une part de généraliser, et puis après de dire que ce qui n'est pas efficace dans un cadre n'a pas de valeur. Bon, Mhm. et c'est de juger de ton cadre, de ton point de vue, du cadre dans lequel tu travailles. Tu es toujours dans un cadre, de toute façon. Mhm. Quoi que tu fasses. Combat rituel, combat guerrier, combat de survie, Mhm. tu es dans ton cadre. Ce que un art a une valeur quand il est adapté au cadre pour lequel tu t'entraînes. Euh, Si tu veux, la self-défense, c'est un truc assez particulier. Donc lui, il s'attaque énormément à la self-défense, voilà, essentiellement. Donc, moi, je suis pas un adepte de self-défense, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais Ouais. c'est Pourquoi? Tu peux expliquer pourquoi? oui, parce que moi, je considère la self-défense, Trop bridé pour ce que ça... Ouais. c'est comme les premiers soins pour moi, tu vois, en Ouais. médecine. Mhm. Donc, est-ce que les premiers soins, c'est stupide et ça sert à rien? Absolument Non. pas. C'est-à-dire que tu es en forêt et il y en a un qui se coupe ou n'importe quoi, tu es content de savoir faire des premiers soins. Maintenant, est-ce que si le mec a un cancer, avoir ton diplôme de secours, ça te sert à quelque chose? Non, ça te sert à rien. Mhm. Mhm. Donc, tu vois, c'est dire, regardez, le mec, il est secouriste, il n'a pas pu sauver ce mec qui avait le sida. Mhm. Mais ça n'a aucun rapport. C'est complètement stupide. Mhm. Euh, c'est, c'est- Je pense que moi, je comprends très bien où est-ce que tu veux revenir parce que je connais un petit peu ce que tu fais, etc. Mais je pense qu'on va expliquer un petit peu où est-ce que tu veux revenir. En fait, le fait est que la self-défense a des limites en soi et Tout à fait. notamment des limites notamment moraux pour certains cas. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme je t'avais dit, moi-même, l'art martial que j'ai fondé, comme je t'ai dit, j'ai fondé mon art martial, eh bien, son but, c'est de répondre à toute forme de violence. Et la self-défense va avoir ses limites. Et je pense que c'est là où tu vas en venir. Hein. Je parle pour toi, mais dis-moi coupe-moi bien évidemment si tu ne penses pas comme moi. Mais en fin de compte, la self-défense, s'il y a, par exemple, attaque à arme blanche, euh, il va y avoir des limites, notamment, j'ai envie de te dire, notamment psychologiques, déjà. Et en plus de ça, dans son approche. Et c'est d'ailleurs une des choses qui différencie
ton style et ton école d'aïkido, parce que toi, ton école d'aïkido, tu n'appellerais pas ça de la self-défense. Mais pourtant, Non. dans le, comment dire, moi personnellement, si je devais, tu vois, présenter ce que tu fais à quelqu'un, je dirais que c'est de la self, tu vois, parce qu'il va comprendre comme ça. Mais toi, tu dirais que c'est pas de la self-défense. Eh bien, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est pas de la self-défense? Parce que je pense qu'en expliquant cela, les gens comprendront où est-ce que tu veux en venir tout à l'heure. Oui. Alors, donc déjà, pour reprendre un peu aussi de façon un peu plus globale, il y a une vidéo, je pense que tu as dû voir, où Fernand Lopez explique très bien la place du MMA, de la self-défense, etc. Ah oui, oui, avec le podcast qu'il avait fait. Voilà. Oui, Donc, oui, oui. Mhm. tu vois, Fernand Lopez, pour ceux qui ne savent pas, ouais, parce que c'est vrai qu'on lâche 14 noms et les gens peut-être connaissent pas tout ça. Fernand Lopez, qui est le coach de la MMA Factory, donc la plus grosse école de MMA aujourd'hui en France. voilà. Et il a très bien recontextualisé les choses. Donc, qu'est-ce que combat rituel, combat guerrier et self-défense, de quoi il s'agit? Alors, la self-défense, il s'agit d'une agression à relativement basse intensité, où il n'y a pas d'intention meurtrière et où la personne qui t'attaque n'est pas quelqu'un qui a une grande expérience. Il y a des exceptions à tout. Là, on est en train de faire une généralité. Mais tout est- une self-défense va te servir quand quelqu'un essaie de te piquer ton portable, une bagarre quand il y en a un qui a fait une queue de poisson à l'autre, ou dans une boîte un soir. Dans toutes ces situations, il arrive qu'il y ait un mort. Ça arrive. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est quel est le ratio? Ça va être sur 10 000 bagarres comme ça, il va y avoir un mort. C'est-à-dire zéro. C'est-à-dire que il faudrait que tu fasses 10 000 bagarres pour avoir une chance de mourir. 10 000 bagarres de ce type-là, pour y avoir une chance de mourir. Tu comprends? Les gens ne sont pas des tueurs, ils ne viennent pas pour te tuer. Tu vois, donc pour que tu meurs, c'est vraiment un accident. C'est-à-dire que la personne On n'a qui pas essaie de te brûler, l'intention, c'est ça que tu veux dire. elle n'a pas l'intention de te tuer. Elle n'a pas l'expérience d'un tueur. Elle a pas tué de gens. Elle n'a pas ce désir. Il n'y a rien comme ça, tu vois. Euh, le mec qui essaie de piquer son sac à une vieille, il n'a pas l'intention de te tuer. Le mec qui est dans un bar qui te pousse, il n'a pas l'intention de te tuer. Voilà, donc c'est une agression. C'est pas plaisant, c'est de la violence, mais la personne en face n'a ni le souhait, ni les capacités objectives, ni l'expérience pour te tuer. Et toi, tu ne veux pas le tuer non plus. C'est une évidence, tu vois. Et même quand il y a un couteau, le couteau, le mec qui a le couteau, il a rarement tué quelqu'un avec, pour ainsi dire, jamais. Et c'est juste pour menacer. Donc, Il n'a souvent pas l'intention, voilà, exactement, de exactement. tuer la personne. Donc, la self-défense va te te permettre, te donner des outils pour agir dans ces cas-là. Encore une fois, tu vois, c'est pour ça que je le compare à des premiers soins. C'est-à-dire que c'est une blessure qui n'est pas grave. C'est une blessure, mais elle n'est pas grave. C'est de la violence, mais elle n'est pas, normalement, elle n'est pas censée être grave, même si ça peut arriver. Donc c'est pour des civils qui ont envie de vivre mieux, de se sentir un petit peu mieux, et on leur donne quelques outils. Maintenant, la self-défense ne va pas te permettre de faire face à un serial killer ou de faire face à un terroriste déterminé ou un criminel qui essaie sur son chemin, il veut sauver sa vie, tu vois. La self-défense n'a aucun intérêt dans ce truc-là. Elle s'adresse pas à ces personnes-là. Mais je pense que comme le dit Fernand Lopez, dans chaque truc, il y a des mythomanes. En MMA, il y a des mecs qui vont te dire que tu vas être champion dans 3 semaines. En self-défense, il y a des mecs qui te C'est font la croire que question, tu peux c'est la faire face question à que je voulais te poser, tu vois. ouais, J'avais commencé en te disant est-ce que le Mito Jutsu existe, mais j'allais te dans tout. poser ensuite la question est-ce que le Mito Jutsu dans le MMA existe aussi? C'est ça que Bah je. oui, oui, bien Mhm. sûr. Il y en a dans tout. On te fait prendre des vessies pour des lanternes. On te dit que tu vas avoir tel résultat, tu vas pouvoir faire ça. On te promet des raccourcis. Euh, dans toutes les disciplines, il y en a. Et moi, concernant le MMA, bon, c'est un domaine que je connais peu. Mais si Fernand Lopez le dit le premier, je veux dire, Ouais. c'est l'autorité. S'il y a une autorité en France, c'est lui. Point. Mhm. Donc je supposais qu'il y en avait. Il me confirme qu'il y en a. Donc Oui, moi, mais je peux dire, dans mon c'est domaine, sûr, les c'est arts martiaux traditionnels, moi je peux te confirmer qu'il y en a. Ça, c'est un domaine que je connais. Mhm. Euh, En self-défense,
je suppose qu'il y en a, il faudra que je demande à Frank Ropers ou Richard Douillet, que je connais tous les deux. Mais pour les connaître personnellement tous les deux, avoir passé du temps avec eux, je peux te dire qu'eux ne sont pas du tout des charlatans, ni dans leur niveau de pratique, qui est très élevé, ni dans leur façon d'enseigner. Donc, on simplifie toujours, on essaie de prendre des trucs hors contexte, mais voilà, ce sont des gens sérieux et ils font du bien à leurs élèves. Il y a une chose qui, je pense, qui est importante à remettre aussi en lumière, c'est que, notamment, tu parles de Frank Ropers, il y a des spécialistes de la self qui vont parler de Frank Ropers, mais il y a aussi des spécialistes du traditionnel qui vont parler de Frank Ropers, et c'est souvent eux qui vont avoir du mal avec eux, avec Ropers, parce qu'en fait, ils font pas la part des choses. Frank Ropers, il a deux manières d'éduquer et il fait deux choses. Il entraîne en self et il entraîne aussi en tradi. Donc, en fin de compte, notamment ceux qui viennent du Silat, il faut bien qu'ils regardent les vidéos de traditionnel de Frank Ropers pour parler du traditionnel de Frank Ropers. Et après, pour ceux qui parlent de la self, en fait, faites de la self déjà. Faites de la self, entraînez en self, et puis vous comprendrez que vous ne comprenez pas. Oui, enfin, si tu veux, des gens qui font mal ce qu'ils font, il y en a plein, dans tout domaine, que ce soit en cuisine, en mécanique. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas des gens qui sont médiocres. Ça, ok, très bien. Tout le monde le sait. Pourquoi perdre du temps? Enfin, je pense que présenter ce qu'on fait soi, parler d'autres bonnes personnes qui font bien les choses, et ça fait avancer. Malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux font que quand tu parles... alors, pour que les réseaux sociaux ont envie que tu passes du temps et que tu interagisses. Et tu passes du temps et tu interagis quand tu es touché émotionnellement. Et tu es touché émotionnellement plus quand il y a quelque chose de négatif que quand il y a quelque chose de positif. Donc, ils récompensent le bad buzz tout le temps. Donc, il y a des gens qui sont consciemment ou pas, il y a des gens qui surfent sur ça et sur le bad buzz. Ça m'est arrivé de parler de choses négatives, de choses que j'aime pas. Mais si tu vas sur mon blog où il y a plusieurs milliers d'articles, ça ne doit même pas représenter 5%, tu vois. Donc, alors, ce sont parmi les articles les plus lus, mais mon temps, il est peu consacré à parler de choses négatives, parce que j'estime que ça fait régresser le monde dans sa globalité, et puis toi-même, tu rentres dans une spirale. Après, c'est facile de critiquer tout le monde, tout ça. Moi, j'ai un avis assez négatif sur pas mal de gens, mais je veux pas perdre du temps avec ces gens-là, quoi. Après, je pense que c'est bien de dire quand il y a des choses qui sont fausses, quand il y a du faux. Après, quand il y a des choses qui sont entre guillemets mal faites ou quoi, bah la personne elle va évoluer. Il y a des profs qui des fois font mal les choses, mais qui ensuite évoluent, etc. Le seul problème réel qu'il y a, et c'est là où je vois un bien, où je vois un bien dans le fait de parler, de débunker ces professeurs-là, c'est lorsqu'il y a des mensonges, ce genre de choses, là, des arnaques, des vraies arnaques. Par exemple, justement, quand on parlait tout à l'heure de salve d'énergie, évidemment, là, ce serait peut-être intéressant peut-être de débunk tout ça. Mais après, déjà, Le problème, c'est il faut être bien que placé, déjà, je pense. Tu vois, le problème, c'est que les gens qui font des choses négatives, les gens qui croient à ça ne vont pas croire quand tu vas débunker. C'est-à-dire que je suis dans une école dont le maître balance des boules d'énergie. J'ai investi du temps et de l'argent et j'ai un biais psychologique qui va faire que je vais rejeter tout ce qui va à l'encontre. Je suis dans cette école, il y a un très grand maître que j'appréciais, je l'avais vu en vidéo et tout ça, et il dit que mon maître, ce qu'il fait, c'est faux. Ce mec, je considère maintenant que c'est un mauvais. Je ne vais pas considérer que mon maître est mauvais, je vais considérer que le mec qui a dit ça est mauvais. Donc, au final, c'est une perte de temps. Je regrette qu'il y ait des gens qui mentent, je regrette qu'il y ait des charlatans, mais en parler ne change rien. C'est-à-dire que combien de personnes, suite à ces dénonciations de mythojutsu, ont changé et ont arrêté leur discipline? Zéro. Le mec qui était dedans, il y croit, il a envie d'y rester. Le mec qui est dans une secte, il a envie d'y rester. Tu peux lui dire, écoute mec,
Non, ça va être toi, c'est le porteur du messager qui va être, comme on dit, hein, on tue le messager qui apporte la mauvaise nouvelle. Donc je ne vois pas vraiment qu'il y ait des trucs négatifs comme ça, des charlatans, mais c'est plus en montrant et en donnant envie de faire quelque chose d'autre, tu vois. Donc le mec qui fait des boules de feu et tout ça, tu sais que c'est faux. Toi, tu montres quelque chose de bien. Peut-être que le mec qui est dans le truc qui fait les boules de feu, il va se dire, oh, tiens, je vais aussi aller voir ce gars-là, Hum, tu vois, qui hum, fait quelque chose, ça a l'air intéressant, je vais aller voir. Et en allant là, il vient et il se rend compte que ce qu'il fait, c'est-à-dire que la démarche vient de lui. Mais toi qui vas lui enseigner le truc, ça ne fonctionnera pas. Au contraire, tu vas couper un pont avec lui. Tu vas Ouais, le tu vois. renforcer dans son truc. Hum. Ouais, je pense personnellement que c'est quand même important de dénoncer, les mauvais pratiquants parce que les mauvais profs surtout parce que enfin les mauvais profs même pas les mauvais pratiquants mais les mauvais profs parce que si personne ne parle, il y aura des il y a, les gens les plus crédules les croiront. Après, je comprends ce que tu dis, hein, le Bah fait non, mais est je que te dis, en fait, c'est combien. malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui continueront quand même. Mais s'il y a une personne au moins qui comprend et que surtout, voilà, le but c'est de remettre la vérité dans Non, mais les, c'est-à-dire dans, que dans- dans si, les yeux si des un gens. mec si un mec vient me demander mon avis sur quelque chose, et moi j'en ai plein qui m'écrivent des messages tous les jours, Mm, oui, je fais tel art, qu'est-ce que t'en penses de ça? mm. Là, je lui dis ce que j'en pense, Oui, parce que bien le mec, sûr. Bien sûr. Bah, il après, bien m'écrit, sûr, oui, oui. Oui, lui, oui. il est Faut pas déjà le dans dire cette faut pas le démarche. crier sur tous les toits, bien sûr. Ouais. Il est déjà dans cette démarche. Mais si moi, par exemple, avant qu'il vienne, j'avais dit, ouais, Oui, oui, lui oui. c'est de la merde, machin, tac, ça l'aurait renfermé. Encore une fois, moi, je suis dans les arts martiaux comme dans le reste, je veux être sur le concret, sur le résultat. Donc Mm, quand je dis, euh, quand on attaque quelque chose dans lequel tu crois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu changes d'avis? mm, Non. mm, mm. Donc le mec qui croit déjà à ces trucs de mytho-jutsu, ça va pas le faire changer d'avis qu'on attaque le maître qu'il est en train de Ah, suivre. ça ne touchera que les gens qui sont sincères, quoi, en fin de compte. Non, mais ils sont sincères, les mecs qui y croient. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils sont sincères. Si c'était une méthode efficace, je serais pour le faire. Il n'y a pas de problème, j'investirais Mm, du temps et de l'énergie. Le problème, je te dis, c'est combien. C'est très simple. On peut écrire un message, hein, combien, suite aux déclarations sur le mythojutsu, ont renoncé à suivre un charlatan? mm, mm. Il y en aura très peu. Il y en aura zéro. C'est aussi simple que ça. Mm, mm. Tu vois, par contre, donc des gens, des experts, Didier Bédard ou machin, n'importe qui, des experts qui font des choses bien sur Internet. Le mec qui est là chez un mec de Mythojutsu, et puis donc je te disais, le mec qui suivait Suras et qui est passé, je crois que c'est Nicolas Régnier, mais c'est peut-être un autre, Nicolas quelque chose. Euh, et il était chez Suras, c'était un charlatan, mais il a vu d'autres trucs qui avaient l'air intéressants, il allait voir, et paf. Mais il est pas allé chez un mec qui disait, ouais, Suras, c'est un charlatan, c'est un voleur, c'est un menteur. Mm, mm, Tu comprends? C'est en présentant, en mettant son énergie pour présenter des choses bien, la qualité de ce qu'on fait, on va être beaucoup plus efficace. Et l'autre truc est contre-productif. Encore une fois, moi, si j'avais euh, s'il y avait la moindre chance de faire changer des gens d'avis, je peux te dire que je pourrais noircir des pages de noms de charlatans, quoi. Non, mais Oui, ça j'en m'étonnerait connais pas. des Ouais. tonnes. Ça J'en connais des m'étonnerait pas. tonnes. Mais comme j'ai la conviction que ça ne sert pas, je le fais pas. Ouais. Euh, bref. Bon, on passe du coup à la suite. La suite, c'était la self-défense. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et en plus, on en a parlé un petit peu. Mais du coup, toi, ton idée de la self-défense, ce serait quoi? Ce serait que c'est utile, que c'est inutile, que c'est quelque chose qui te parle ou pas. Et bon, évidemment, on a déjà eu un début de réponse, mais est-ce que tu pourrais du coup un peu plus Bien sûr. détailler? Donc, il y a encore une fois, c'est combat, ce que j'appelle combat rituel, combat guerrier et de survie, et puis self-défense. Tout ça, c'est des domaines qui sont un petit peu différents, qui à Hum, certains moments s'interpénètrent, mais le combat rituel, si on prend les animaux, donc ce sont deux animaux, deux loups qui vont s'affronter ici au moment de la reproduction, et puis celui qui va gagner, il va mordre l'autre au cou, l'autre va se mettre sur le dos, écarter les jambes et en position de soumission, et voilà. Et c'est le plus fort qui va se reproduire. Le loup est attaqué par un ours, il va pas le mordre à la nuque,
ou par un élan, il va aller l'égorger. Un loup n'égorge pas un autre loup. Okay, donc, deux élans qui sont dans le combat rituel, ils se mettent des coups comme ça de corne. Et quand ils sont attaqués par un loup, ils vont l'égorger, pareil. Donc, les humains, quand ils sont dans le combat rituel, ils sont en boîte de nuit, etc., ils se mettent des patates 2x1, ils peuvent rouler au sol, peu importe, ils n'ont pas l'intention de se tuer. Combien t'en as qui, en roulant au sol, arrachent la carotide du mec avec leurs dents, ou mettent leur dos, ou leur crèvent les yeux, ou pètent une bouteille et égorgent le mec? Zéro. Ils sont pas dans un combat guerrier, ils sont dans un combat rituel pour montrer qui est le plus fort parce que il y a plein de nanas autour, il y a d'autres rivaux, il faut montrer. Donc le combat rituel, il peut être explicite ou implicite. Donc il est explicite quand tu vas sur un ring de boxe ou dans une cage de MMA, ou il est implicite quand tu es à la sortie d'une boîte de nuit. Mais c'est le même truc. On n'est pas là pour se tuer, on n'a pas l'expérience de se tuer. On n'a pas la volonté de se tuer. Voilà. Donc ça, c'est le combat rituel. Et le combat guerrier, donc c'est quand la personne veut te tuer, a l'expérience de vouloir te tuer, c'est deux samouraïs ou c'est les Spartes. Voilà. Si même le terme de self-défense, il est extrêmement moderne. T'as pas un Sparte qui parlait de self-défense ou un samouraï qui parlait de self-défense. Au Japon, le terme donc self-défense, Go-Shinjutsu, il est très récent. La défense, déjà, c'est la peur. Le guerrier, il va pour annihiler la menace qui est en face. Il se défend pas. La défense, c'est ça. T'es pas là pour te défendre. Tu te défends quand c'est un civil qui se défend parce que il veut pas qu'on le pique son portable, il veut pas. Ok, très bien. Donc encore une fois, là, c'est efficace et c'est intéressant dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, tout est un petit peu mélangé. Et même dans le combat de Manu, si tu veux. Richard Douillet me disait, il était lieutenant-colonel des forces spéciales, il a participé à beaucoup d'opérations, tu vois. Donc c'est un mec qui a l'expérience du terrain. Il me disait, les plus mauvais en Krav Maga, c'est les militaires. Donc, si tu veux, le militaire je te dis pas que c'est pas arrivé qu'un militaire se retrouve avec un couteau à devoir faire face à un mec. Mais ça arrive à un militaire sur 10 000. Bon, les mecs qui sont harnachés, etc., ils sont avec leurs potes, ça n'arrive jamais. C'est combien de mecs du GIGN s'est retrouvé torse nu à faire face à un mec avec un couteau? Proche de zéro. C'est pas que ces mecs sont pas bons, etc., mais c'est que ils sont très efficaces pour ce pourquoi ils sont destinés à notre époque, etc. Et notre époque, et justement, on l'a vu avec le Covid, etc., on a peur de la mort, on évacue la mort, etc., tout. Et je ne parle pas de jugement, c'est juste constater les faits. Donc c'est la peur tout le temps, personne ne veut mourir, on veut se protéger, se défendre, etc. Le guerrier sait que encore une fois, tu défends 10 fois, tu rates une fois, tu meurs. Tu attaques 10 fois, tu réussis une fois, tu gagnes. C'est l'attaque, l'attaque, l'attaque. En Aikido, au sensei, le fondateur de l'Aikido disait l'Aikido c'est illimité, rentrer et frapper. Et pourtant encore une fois, dans l'imaginaire collectif, l'aïkido, c'est l'art ultime de la défense, justement. Mais de ses successeurs, il y en a plein qui disent ça. Mais ses paroles, ses écrits étaient très clairs. Lui, il parle de détruire l'ennemi, etc. dans ses bouquins. Donc c'est clair. Il ne veut pas avoir à s'en servir. Ça, c'est un autre truc. C'est-à-dire que tu as une éthique. Et déjà, dès 1600, tu avais des écrits comme ça de samouraïs qui avaient été sur les champs de bataille, etc. Et donc, tu en as qui disaient c'est pas bien. Tuer n'est pas bien. Si on peut ne pas tuer, on ne le fait pas. Mais par contre, quand tu es dans la situation, tu vas tuer le mec. Tu essaies que le combat n'ait pas lieu. Mais si le combat a lieu, il n'y a plus de choix. Tu vois, et il faut avoir recours à des méthodes brutales. C'est-à-dire que c'est comme la self-défense, les premiers soins et tout ça, ok, ça va, le sparadrap et puis le doliprane, ça va bien. Mais quand le mec il a un accident et qu'il faut amputer la médecine de guerre, mec, il faut couper. Tu vois, en islam, on a ce qu'on appelle la loi du talion. Est-ce que ça te parle? Très peu, enfin, œil pour œil, dent pour dent, ou quoi, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois. En fin de compte, c'est que il faut avoir comment dire, une réponse en fonction de ce que la personne t'a donné. Et d'ailleurs, c'est sur ça que je base mon art, parce que par rapport à cette loi-là. Et
en fin de compte, je vois que l'aïkido, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur l'aïkido et sa pratique, la pratique que tu as, je pense que c'est une des pratiques qui se rapproche le plus de l'aïkido, du vrai, si je puis dire aïkido. Euh, et je pense que c'est une réponse qui en fin de compte, est faite de base pour la guerre. En fin de compte. Ça a jamais été fait, je pense, pour la self-défense, justement, comme on la connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça notamment que moi, lorsque j'ai appris les Bukutsu, bah, c'était pas évidemment pour l'utiliser dans la rue. Aujourd'hui, si je utilisé un katana et, euh, et un karambit, c'est pas pour m'amuser avec dans la rue. Et bah, l'aïkido, je pense que c'est pareil. Si ça a été fondé, si ça a été créé, c'était dans une période bien particulière. Aujourd'hui, on est en période de paix, euh, si je puis dire. Mais bon, on va dire on est en période de paix. Et bah, du coup, ça parle à beaucoup moins de personnes, Bien sûr, l'aïkido. Mais je pense que ça a été pour ça que ça a été autant changé. Parce que tout à fait. lorsque je dis changer, c'est-à-dire que je vais m'expliquer, même si toi tu as compris, mais je vais m'expliquer pour ceux qui écoutent. Dans ce que toi tu dis, l'aïkido, ça a de base été conçu pour répondre aux attaques armées et de répondre avec ton arme. Et aujourd'hui, on voit que l'aïkido se fait avec les mains vides. Mais en réalité, l'aïkido, tu y réponds avec une arme blanche, notamment avec un couteau, éventuellement avec un katana. Même je crois que l'aïkido peut se pratiquer avec un bâton, même je crois aussi. Tout à Euh, fait. donc de base, ça a été créé pour ça. Mais aujourd'hui, ça a bien changé et l'aïkido, on le voit être utilisé à main nue et c'est pour ça que ça ne fonctionne. Moi, j'ai envie de dire ça fonctionne pas, mais pour rester poli, on va dire que ça ne fonctionne que très peu. C'est bien ça? Alors, moi, je parle que de, que de mon aïkido, c'est-à-dire de l'école que j'ai fondée, parce que l'aïkido peut recouvrir différentes formes. Tu vois, c'est comme la musique ou les choses comme ça. Moi, je me sens pas d'autorité pour dire ça c'est de l'aïkido, ça n'est pas de l'aïkido. Donc, encore une fois, moi, je m'exprime que par rapport au Kishinkai, ce que je fais. Donc c'est une tradition martiale issue des pratiques guerrières des samouraïs, une tradition martiale qui a été fondée au XXe siècle par Ueshiba Morihei, mais sur la base, encore une fois, de l'enseignement de son maître et son maître sur l'enseignement de ses maîtres et ainsi de suite. Tu es censé être efficace. Les traditions guerrières japonaises sont basées sur des principes, des stratégies qui doivent pouvoir être déclinées en tout, c'est-à-dire avec toutes les armes à main nue, au couteau, avec un bâton, avec n'importe quoi. Chaque école va choisir un certain nombre de choses, mais euh, tu n'apprends pas des recettes de cuisine, ça ne doit pas te limiter. Les techniques sont juste là pour te transmettre des principes et après, les techniques doivent jaillir librement parce que tu n'es pas dans un contexte où il y a des règles. C'est-à-dire que tu vas en boxe, par exemple, en gros, tu as 3 coups qui sont autorisés, tu vas en kendo, tu as 3 ou 4 coups qui sont autorisés, point. Donc tu sais ce qui peut se passer, tu sais quelle technique tu as le droit de faire. Tu allais sur le champ de bataille, les écoles cachaient leur entraînement, avaient des bottes secrètes, etc. Donc il te fallait travailler sur des principes plutôt que sur des trucs vraiment particuliers. Donc on utilisait des techniques, mais sans y être attaché, mais plutôt en étant attaché à ce qu'elles recelaient. Donc à ce titre, donc ça doit être efficace, aussi efficace à main nue qu'avec une lance, qu'avec un sabre, un couteau. Je sais pas, un nunchaku, n'importe quoi. Après, c'est à toi de t'entraîner avec, si tu veux. Bien sûr que quand tu vas passer d'une arme à une autre, il va falloir un minimum d'entraînement, mais euh, ce qui se passe aujourd'hui, l'aïkido d'aujourd'hui n'est efficace ni à main nue, ni aux armes, ni en rien. Il n'est même pas efficace comme voie de développement spirituel. Euh, les gens sont dans une illusion totale, ne comprennent pas, encore une fois, parce que l'aïkido peut être décliné, tu peux l'utiliser pour faire du combat rituel, tu peux l'utiliser pour en faire un sport, tu peux l'utiliser pour en faire une tradition guerrière, mais tu peux pas tout mélanger. Et les gens savent déjà pas dans quel cadre ils opèrent eux-mêmes. Et puis et après, il y a aussi l'investissement,
le temps de pratique, la pratique dans un cadre ouvert, etc. Donc, combien vont pratiquer du combat en Aïkido, combien, quasiment aucun. Tu veux dire du combat réel, c'est ça que tu veux, enfin, du combat réel, du combat Du avec combat, un ouais. minimum d'intention, quoi, c'est ça que tu veux dire? Alors, intention et intensité, c'est très différent. Tu vois, là, j'en reviens du Vietnam où j'étais cet été, j'ai passé 2 semaines. Et c'est un pays qui m'a vraiment beaucoup surpris. Je voyage beaucoup. Et où que j'aille au Maroc, en France, en Ukraine, aux États-Unis, Mhm. c'est une déclinaison du même système, en gros. Mhm. Et je suis arrivé là-bas, au Vietnam, pour ainsi dire, il n'y avait pas de système. C'était vraiment très, très bizarre. C'est-à-dire que tu vas dans tous les pays que je t'ai cités, les règles sont plus ou moins appliquées. Mais tu as des règles. C'est-à-dire que tu prends ta voiture, tu as des règles de priorité, de limitation de vitesse et tout ça. Tu as des pays où elles sont plus respectées d'autres. Tu vas au Japon, tout le monde respecte le doigt sur la couture. Tu vas en Ukraine, bon, c'est juste une suggestion, tu vois. Les mecs sont toujours bien au-delà de. Mais ils prennent pas de sens interdit, machin. Je suis arrivé au Vietnam, le mec il vient me chercher à l'aéroport, on passe sur des ronds-points et je vois que il y a un tiers des bagnoles qui roulent en sens inverse. Que tu vas au feu rouge, il y a un quart des voitures qui continuent à traverser à des carrefours. Tu vois, ça ne respecte aucune règle. L'école n'est pas obligatoire. Euh, C'était complètement fou. Alors, je me suis dit, quand il m'a récupéré, je me suis dit, ok, je vais mourir d'un accident de la route ici. Et en 2 semaines, j'ai fait tous mes trajets en scooter. Pas une seule fois j'ai vu un accident. Pas une seule fois j'ai eu un accident. Parce que comme le cadre, il n'y a aucune règle, tout le monde pratique, tout le monde conduit très très lentement. C'est-à-dire que ce que j'ai dû voir le plus haut comme vitesse, ça devait être du 30 km/h. Mhm. C'est-à-dire que les mecs sont. Donc, quand tu roules entre 20 et 30, tu peux prendre un sens interdit, tu peux prendre un rond-point en sens inverse, tu peux ne pas respecter les feux rouges. En fait, la vitesse te permet de ne pas avoir l'accident. Toujours. Mhm. Je n'ai pas vu un seul accident. En France, si les mecs ne respectaient pas les ronds-points, les machins, il y aurait des morts toutes les 2 minutes, à la Mhm. vitesse que les gens vont. Tu vois. Donc, et la pratique martiale, moi, c'est comme ça. Plus le cadre est fermé, plus tu peux mettre de l'intensité. Tu peux rouler à 300 km/h dans une bagnole parce que tu es sur un circuit de Formule 1. Plus tu vas ouvrir le cadre, plus ta vitesse doit descendre. Quand le cadre est totalement ouvert, comme au Vietnam, tu ne peux pas rouler à plus de 30 km/h. C'est un dixième. Mhm. Et ben les arts martiaux, c'est pareil. À partir du moment où le cadre est totalement ouvert et où tu peux mettre des coups dans les parties génitales, où tu peux aller piquer les yeux, frapper les cervicales, etc. Et là, tu peux aller à un dixième de ta vitesse, sinon ça va être un accident direct. Donc, les arts guerriers, c'est pareil. Après, il y a le réel. Le réel, l'entraînement, c'est réellement un entraînement. Mhm. Mais le réel n'est jamais un combat à mort. L'entraînement, je veux dire, n'est jamais un combat à mort. Mhm. Le combat à mort est un combat à mort. Tu peux pas t'entraîner au combat à mort. Mhm. Ça n'a pas de sens. Donc, Et notamment aussi les combats de MMA, parce que c'est pareil, là les gens vont comparer ça au combat de MMA, mais c'est pareil, le combat de MMA, ça il y a reste réel. énormément, il y a énormément de. Non, mais c'est vrai, c'est un véritable combat rituel. Mhm. Ce n'est pas un combat de Alors, survie. C'est-à-dire que le mec, le mec c'est qui est là, même il n'est le pas là combat pour. rituel par excellence, j'ai envie de te dire. Voilà. Le mec, exactement, le mec, il n'a jamais tué personne. Il n'est pas là pour te tuer. Il n'a pas le droit de te tuer. Il n'a pas les compétences pour te tuer. C'est aussi simple que ça. Mhm. Ça n'est pas un combat de survie. Ça me ferait peur. Moi, on me dirait, tiens, Léo, demain, on te met un protège-dents, une paire de gants, et puis on te met sur un ring face à, je sais même pas qui est le champion actuellement, Mhm. mais je me ferais dessus, tu vois. Mhm. Mhm. Je serais en train de pleurer, tu vois, dans un coin de ma chambre. Mhm. Je te dis pas que. Non, mais je te dis pas qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de. Les gens mélangent tout. Évidemment que c'est dangereux, évidemment que je risque de prendre beaucoup de dégâts, etc. Est-ce que Mhm. c'est un combat de survie? Non. De toute façon, C'est- ça reste, ça reste des arts guerriers qui sont inapplicables aujourd'hui ou en cas d'extrême force majeure et ce qui est très rare aujourd'hui. Euh, et ça reste en plus de ça, même dans notre entraînement, ça ne sera jamais, même dans un entraînement le plus pratique possible dans un entraînement guerrier, ce qui notamment serait le plus réaliste, ce serait les entraînements militaires en fin de compte, les entraînements notamment des forces spéciales éventuellement, etc. En France, par exemple, les bérets verts, etc. Et bien, même leur entraînement et leur façon de combattre et leur façon de faire restent
reste loin, très loin de la guerre, en fin de compte. Absolument. Et les samouraïs rigolaient beaucoup. Au départ, il y a cette transition technique guerrière et budo moderne, quoi, en disant, en voyant cet attachement à vouloir faire réaliste. Parce Ouais. qu'ils savaient très bien que le combat de survie est réel, et le combat de survie est réel, et l'entraînement est l'entraînement. Et tu développes des qualités, mais avec des paramètres qui sont différents. Et encore une fois, ça se fait à basse intensité. Il n'y a pas besoin de. C'est deux stress différents. Moi, je fais travailler mes élèves à haute intensité dans un cadre très fermé, avec une ou deux possibilités d'attaque, une ou deux possibilités techniques, ce qui fait que tu peux aller très très haut avec peu de risque de blessure, parce que les possibilités sont limitées, donc ton corps est prêt aux différentes possibilités. Mais quand tu ouvres tout, ça n'est pas possible. Donc il faut baisser, plus tu ouvres le cadre, plus il faut baisser l'intensité. Mais quand tu regardes par Il y a exemple. quand même les gens du Cali qui s'entraînent avec des couteaux carrément tout le temps, quoi. Non, je veux dire, franchement, je les ai vus s'entraîner. J'en ai vu s'entraîner. Sincèrement, ils vont pas du tout à la vitesse maximale. Ils vont dans des drills, et ils se connaissent. Ils Ouais. savent très bien que le mec en face n'a pas l'intention de les Ça reste bridé, tuer. quoi. Bien sûr que Moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Hein. non, Je non, sais pas. ça reste absolument bridé. Mm. Voilà, il n'y a aucune tradition guerrière où tu fais ça, quoi. Tu vois, je veux dire, l'entraînement et l'entraînement. Bah, Quand tu vois tu vas pas risquer de te faire couper la jugulaire pour apprendre une technique, quoi. voilà, C'est exactement. logique. Euh, Quand tu vois les Navy Seals ou machin, la façon dont ils s'entraînent, ils sont pas là à s'entraîner à pleine vitesse avec de véritables lames. Mais c'est bien, je pense que c'est bien quand même que les gens savent ça parce que c'est vraiment malheureux de voir autant de mythes et autant de légendes et de folklore être crus par tout le monde. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Il faut, je pense, dire quand même que certaines choses sont fausses. Et si je ne parle pas et que tu ne parles pas, eh bien, comment les gens vont connaître le vrai du faux? C'est ce que je te Et, disais. voilà. Et quand tu vois les animaux, par exemple, les ani- euh, deux lionceaux, ils jouent, Ouais. ils jouent à se tuer, mais ils vont faire, quand ils vont se battre, ils vont faire exactement les mêmes gestes. Ils vont Hum, se mordre, ils vont se hum, griffer. À hum. la fin, il n'y en a aucun qui est en sang. Ils ont fait ça très lentement. Et Et quand le après, chien joue avec toi, et quand le voilà. chat joue avec toi, il te mord, mais il sait ce qu'il fait. Voilà. Et Donc, sauf que quand ça va être à l'intensité, ils vont faire le même truc à très haute intensité, le même geste. Ils n'ont pas eu besoin pour être capable, en ex- situation de le faire à haute intensité, de le faire à haute intensité parce que ils auraient été blessés, ils se seraient blessés. Donc tu il vois, sait que ça fonctionne, il sait ce que. t'apprends par le jeu, tu as bien compris que quand tu es là avec ton petit frère lion et que tu lui fais ça, euh, Ça, c'est une très bonne réponse, je pense, aux gens qui disent ouais, mais comment tu peux savoir que la self ça marche Yani, Yani, je parle en arabe, dans le sens où, où, où il faudrait que tu ailles dans un bar. Je pense que tu as déjà entendu, hein, et je pense même que tu sais qui a dit ça. Il faudrait que tu ailles dans un bar. Pourquoi tu vas pas dans un bar casser la carotide, la nuque de quelqu'un pour savoir si ça fonctionne, etc. Mais on n'a pas besoin en fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas besoin de mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un pour savoir que ça fait mal, quoi. voilà. C'est- Enfin, moi, je connais pas du tout Ciel Diabaté, je l'ai vu dans des magazines quand j'étais plus jeune. Hum. Je pense que J'en ai quand parlé, hein, je t'ai envoyé le oui, podcast. j'ai écouté le podcast et Hum. moi, d'ailleurs, je trouvais qu'il disait des choses qui étaient très intéressantes sur la C'est pratique super et tout ça. intéressant, hein. C'est pour ça que je lui en ai Et parlé. C'est parce que je pense que voilà, il dit des choses qui sont vraies quand même, quoi. voilà. Mais euh, je pense qu'il y a, en ce qui concerne la self-défense et tout ça, il prend les choses trop. Il fait un peu le bête, il prend les choses trop au pied de la lettre. Encore une fois, en plus, je ne me sens pas concerné puisque moi, je fais pas de self-défense, donc je m'en fous. Mhm. Mhm. Mais il n'a pas du tout la finesse qu'il a quand il parle d'entraînement. Là, je trouvais ça très intéressant. Et quand il arrive sur ce sujet, il arrive vraiment avec des arguments simplistes qui sont pas du tout intéressants, quoi. Ouais, mais en fait, le Et, problème, je pense, c'est que c'est parce qu'il ne fait pas ça. Moi, je pense vraiment que c'est ça le problème. C'est que il fait pas de la self. Donc, il sait pas vraiment de quoi on parle. Et il sait pas surtout même, que, malheureusement, lui, de quoi il parle, je pense. je C'est-à-dire sais que, pas ce qui. excuse-moi, Je t'en prie. je finis là-dessus. Je sais pas si tu as écouté jusqu'à la fin, mais je lui ai parlé au Oui, bout d'un oui, moment, justement. Oui. Bah, je lui ai parlé notamment du Kyusho. Oui, Et je me souviens. bah, il ne savait pas ce que c'était. Et certainement que je vais lui parler je sais pas, du Shuai-Jiao, il va pas savoir ce que c'est. Alors que lorsqu'on compare le Shuai-Jiao et le judo, on voit une énorme différence et pourtant c'est la même chose. Et pourtant, le Shuai-Jiao, vu de loin, on dirait limite que ça marche pas.
sur certaines sur certaines projections. Par exemple, notamment le Dao Wei Zhuang. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi, mais c'est une certaine projection, une des plus difficiles, notamment de Shuo Jiao. Lorsqu'on la voit, on dirait que ça fonctionne pas. On dirait que c'est pas logique. Et pourtant, quand je te la fais, tu voles, quoi. Et c'est pareil avec le Kyushu. Je pense que le Kyushu, même, c'est un meilleur exemple. Le Kyushu, avec un pouce, on fait ultra mal. On peut mettre une personne au sol. Le Kyushu, c'est l'art justement de la destruction avec les méridiens, justement, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, le problème, c'est que lorsqu'on ne connaît pas, eh bien, on a des a priori et on parle avec ce que l'on sait seulement. Et lorsqu'on parle avec ce que l'on sait seulement, eh bien, on ne parle pas avec ce que l'on ne connaît pas. Et peut-être que le morceau de puzzle qui te manque, eh bien, ferait que tu comprendrais. Et je pense que c'est ça le souci. Il y a un philosophe qui considère toujours que la personne qui te fait face a quelque chose à t'apprendre. Mais pour revenir au truc, il y avait aussi une vidéo dont j'ai parlé plusieurs fois avec Dana White qui va avec plusieurs champions de l'UFC dans un camp de Marines. Et donc, dans un camp de Marines. Okay. Et tu connais cette vidéo ou pas? Non, pas du tout. Donc Dana White va avec plusieurs champions de l'UFC dans un camp de Marines. Ils s'entraînent un peu et puis après ils font partir les Marines dans le. Avec des champions de l'UFC? Ouais. Ok. Et ils les font passer dans le parcours de combat des Marines, tu vois. Donc ils leur mettent tout l'équipement et tout ça. Et alors ils sont tous équipés de trucs différents. Donc il y en a qui ont un fusil avec baïonnette, d'autres qui ont un couteau, d'autres qui ont des matraques, tout ça. Okay. Tous les champions de l'UFC, tous, ils se font tous tuer entre 5 et 10 secondes. Tous. Ouais, bah oui, exactement. C'est un très très bon exemple que tu m'as donné. C'est une vidéo qui est sur YouTube. Ouais. Tout le monde peut la regarder, elle est en accès libre. À l'inverse, tu aurais pris les Marines, tu leur aurais mis un protège-dents et 2 gants face à ces champions de l'UFC dans un octogone, ils se seraient fait casser en deux. C'est ça. Tu vois, mais le mec de l'UFC, à chaque fois, il se mettait en garde et croyait qu'il allait avoir le temps, qu'il y avait un seul mec, parce que c'était toujours des situations asymétriques. Parfois, il y avait 2 mecs, parfois, il y en avait un seul, parfois, il avait une arme, toi, t'en avais pas, parfois. Et donc, il savait parce pas. qu'ils n'ont pas cette vision, justement, le cadre était ouvert. Rapporte avec la self, notamment. Et exactement, le cadre était complètement ouvert, et donc, il n'était absolument pas prêt à réagir au truc. Donc, la vision à 360, il ne connaît pas. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Et sinon, pour rajouter un autre truc sur un sujet dont on a parlé tout à l'heure, sur l'aïkido, mon maître Tamura Sensei disait si tu coupes ma peau, je coupe ta chair, tu coupes ma chair, je coupe tes os, tu coupes mes os, je te tue. Tu vois, donc quand on dit art de défense, pas du tout. Tu ne veux pas avoir à t'en servir, c'est l'objectif. Parce que si tu t'en sers, c'est la destruction, encore une fois. Un Sparte, un samouraï, n'allait pas épargner son adversaire sur le champ de bataille. Le mec, il était là pour. Le mec qui lui faisait face voulait le trucider. Donc, il avait sans doute trucidé son pote, son cousin, son oncle juste avant. Il n'y avait aucune pitié. Il fallait éliminer la menace. Point. Il n'y avait pas de. Donc. Et puis d'ailleurs, c'est aussi intéressant de savoir que les samouraïs, ils avaient. Parce que je vais d'abord faire un avant-propos. Aujourd'hui, on voit dans le folklore aujourd'hui qu'on connaît, un samouraï, un ronin, même un ninja. Il va être avec son katana. Et puis dans certains, il va y avoir un wakizashi. Wakizashi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sabre court. Et puis c'est tout. Et puis il sait utiliser son katana et il a que son katana. Mais en vérité, ils avaient même, j'ai envie de dire, je vais commencer déjà par le plus gros, ils avaient même des armes à poudre, en fin de compte, ils avaient carrément des fusils. Ils avaient des arcs. Puis, lorsque ils n'avaient plus ça, il y avait le katana, il y avait le wakizashi pour les endroits plus restreints, il y avait le tanto, donc le couteau, puis peut-être même qu'il y avait d'autres armes que je ne connais pas, mais déjà je sais qu'il y avait tout ça. Donc en fin de compte, c'est tout à fait incroyable de voir à quel point il y a des légendes, des mythes, des croyances, des fausses croyances sur tous les arts nippons et même les arts en général. Alors que la réalité est tout autre, et je pense que le fait de connaître la réalité, ça permet aussi de connaître les limites qu'il y a dans des styles, qu'il y a dans
dans toute chose. Moi j'ai commencé les Bujutsu avec le pancras. Bon, on appelait ça pancras, mais en réalité c'est du MMA. Et j'ai tout de suite compris que le meilleur style, c'est le fait de ne pas avoir de style et le fait de comprendre le combat. C'est-à-dire qu'il y a des distances, c'est-à-dire qu'il y a des effets qui sont utiles. Par exemple, moi, je sais personnellement que mon point faible, ça va être le grappling et notamment le newaza. Mais je pense que c'est un point faible qui est souvent comment dire, qui est un point commun à toute personne qui va être dans un esprit de réalisme. Parce que, après je sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, mais parce que notamment, ça va être une chose qui va comment dire ça, ça va être la dernière chose que l'on va regarder. La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'être au sol. Donc la dernière chose que l'on va regarder, ça va être d'être ultra bon au sol. Ce qu'on va d'abord vouloir préconiser, c'est éventuellement savoir maîtriser une personne, etc. etc. Moi, j'aime beaucoup le travail au sol, il n'y a pas de problème, vraiment. J'ai Moi aussi, beaucoup bien sûr. d'aspect pour ça. Dans mon stage d'été à Paris, là, j'ai invité un de mes amis qui s'appelle Ludovic Rallo et qui nous a fait un stage de lutte à livrer toute la semaine. Génial. Et lui, il est aussi expert de karaté, judo, aikido, etc. Il est multifacette, le gars, il est vraiment. Et donc, voilà, moi, j'ai plus grand respect et j'apprécie ces arts-là. Après, ce ne sont pas du tout des arts guerriers, je veux dire, Oui, c'est là ça. encore. Parce qu'à partir du moment où tu es sur le champ de bataille, donc effectivement, tu avais toutes les armes dont tu parlais tout à l'heure. D'ailleurs, la voix des samouraïs, au départ, on disait la voix de l'arc. Donc Ah c'est oui. un guerrier, voilà. Ouais. Donc Ah un bon. guerrier. Je savais pas ça. Ce qui symbolisait le guerrier, c'était l'arc. Ah bon. Ah oui. Parce que quand tu D'accord. vas à la guerre, quand tu veux tuer le mec, tu veux tuer le mec en prenant le moins de risques, c'est d'avoir une arme de jet, quoi. Tu Ah commences mais avec je ton. savais pas que c'était carrément l'image que l'on avait en premier des samouraïs. Voilà. Donc avant, ça s'appelait la voie de l'arc. Et Sauf que quand d'ailleurs, le temps juste de paix pour le temps de paix est arrivé, ils ont changé, ils ont passé à la voie du sabre. Mais quand ils allaient sur le champ de bataille, ça s'appelait la voie de l'arc. D'accord. Et pour mon information personnelle, l'arc qu'ils utilisaient, c'était le grand arc, n'est-ce pas? Je sais plus comment ça Tout à s'appelle. fait, tout à fait. C'était celui-là, hein, c'est bien ça? Oui, D'accord. le grand arc asymétrique. Donc, Tu ça- sais l'utiliser? non, pas du tout. Non. D'accord. Euh, Parce qu'aujourd'hui, ce qui est devenu le Kyudo, pour moi, c'est pas du tout guerrier, donc ça Mhm. m'intéresse pas. Mhm. Euh, je pratique pas les traditions martiales parce que j'ai l'illusion que je vais être sur un champ de bataille, mais parce que tout a le potentiel d'être une voie. Le Mhm. thé, boire du thé, la cérémonie du thé, la calligraphie. Donc n'importe quoi peut avoir le potentiel de te développer, et c'est moi, c'est pour ça que je pratique, mais fais quelque chose qui t'amuse. Et donc moi, quelque chose qui m'amuse, c'est quelque chose qui a une logique guerrière. Donc voilà. T'as bien choisi ton nom alors. Le nom de ton école, tu l'as bien choisi alors. Tu peux le Et- rappeler? oui, Kishinkai, c'est l'école où on approfondit, on étudie dans la joie. D'accord. Euh, et, mais là, quand je vois les mecs, si tu veux, qui se dénudent à moitié, qui mettent 3 plombs pour lancer une flèche, tout ça, c'est tellement éloigné, ça m'intéresse pas, ça m'amuse pas. Je dis pas que ça n'est pas efficace pour l'objectif qu'ils ont, Mhm. mais moi, il faut que, dans mon objectif, il faut que ça me distrait. La meilleure méthode, c'est celle que tu aimes, parce que tu vas la pratiquer. Mhm. Donc Non, ça c'est sûr. quand on Même dans parle le sport, dans le de. fitness, c'est pareil. Exactement, en musculation, en fait, on sait très bien qu'il y a certains splits, des façons de diviser ton entraînement qui sont plus efficaces que d'autres. Mhm. Mais en réalité, il faut pas que tu cherches celle qui, suite à des études, a montré que machin. Il faut que tu choisisses celle qui te convient, celle que tu aimes, parce que tu vas la Mhm. faire. Il y en a une peut-être qui, dans des études, a donné 3% de réussite en plus. Mais en fait, si tu t'entraînes 10% de moins parce que ça t'amuse moins, en Mhm. fait, t'auras perdu. Donc Mhm. Mhm. il faut choisir la méthode qui te convient. Et donc moi, En tant que coach sportif, même, je dirais même que d'ailleurs, j'avais fait un podcast qui n'est pas encore sorti avec un kiné. Mhm. Je sais pas si tu connais Rémi Physio, peut-être que ça te parle. Non, Non, je ça ne te connais parle pas. pas. Bon, c'est notamment celui qui s'occupe, qui fait la kiné dans la NR Fight. Là où il y a Ah, ok. Ouais. Ah. Justement, on parlait notamment du fait de comment faire venir les gens qui sont un peu paresseux, etc., etc., à avoir des résultats, et notamment les débutants.
Et ce qui ressort le plus, parce que l'avis que l'on a eu, moi et lui, c'était de justement avoir un sport qui fait que la personne bouge et qui fait que la personne aime et qu'elle s'amuse. Et je pense que vraiment, il faut avoir un crossover point, un point de rencontre entre le fait de s'amuser et le fait que ce soit efficace. En fait, il faut que ce soit le plus efficace et que tu aimes ça au maximum. Et à partir du moment que tu as ce crossover point entre les deux, bah, tu as tout gagné. Ouais, C'est ça en fin de compte. tout à fait. Et donc Génial. voilà, pour repartir sur le truc du sol, Ouais. donc moi j'ai le plus grand respect pour tout ça. Ça T'en m'amuse fais aussi. Non, donc j'en fais quand il y a, tu vois, quand j'invite Ludovic Rallo ou des trucs comme ça. Mais pour autant, c'est purement du combat rituel, ça n'est absolument pas du combat guerrier, puisque comme on disait, sur le champ de bataille, donc il y avait, j'ai vu un article récemment qui montrait les causes de mortalité sur les champs de bataille. Alors donc premier c'était il y en avait le sabre, je me souviens. Tu veux dire dans les anciens temps ou bien Oui, actuellement? dans les anciens, non, dans l'ancien temps, D'accord. au Japon. Le D'accord. sabre, c'était sixième, tu vois. Donc, Ah oui, d'accord. attends, le premier, je sais plus, ça devait être ça devait être arme à feu, le premier. Enfin, donc, tu avais arme à feu, tu avais les lances, tu avais Ah machin. bah c'est pareil, Avant, ça faut que tu le avant, répètes pareil. Tu avant viens de d'arriver dire que. avant d'arriver au sabre, tu avais la pierre. C'est-à-dire que tu as plus de mecs qui étaient tués en se prenant des coups de pierre que de prendre des coups de sabre, tu vois. Non mais Donc, c'est énorme. et donc, Non mais tu combien viens de étaient dire, qu'il y a la cause de mortalité première des samouraïs, c'était l'arme à feu. Ah oui. C'est quand même incroyable. Non, mais C'est fou, c'est fou. donc quand ils ont eu les premières armes à feu, quand les Portugais sont arrivés au Japon, fin du 15e ou début du 16e, je ne sais plus, ils ont produit tellement d'armes en quelques décennies, à un moment, c'est le pays au monde où il y avait le plus d'armes à feu. C'est-à-dire que s'ils étaient sortis du Japon, ils auraient pu conquérir le monde avec leurs armes à feu. Tellement ils en avaient fabriqué. Tu vois. Donc, quand tu vas à la guerre, encore une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je te dis, comme le disait Richard Douillet, en Krav Maga, les moins bons sont les militaires, mais parce que on leur donne quelques outils comme ça, parce que ça peut leur servir au cas où, mais comme les premiers soins, tu vois, ça peut leur servir au cas où, mais bon, voilà, ça va pas plus loin que ça. Là où ils sont bons, c'est pas dans ça, ils sont bons dans les trucs dont ils ont besoin de bien travailler en équipe, ils ont besoin de bien savoir servir de leur L'aspect arme, balistique. etc. L'aspect balistique. Voilà. Donc du coup, de la même façon que j'irai pas demander des conseils de médecine à un mec qui a son brevet de secouriste, euh, euh, voilà, les réflexions d'un militaire, encore une fois, pareil, on dirait demain, Léo, on te met un petit casque et ton fusil, tu vas à la guerre, moi je suis en train de pleurer dans un coin de ma chambre. Mais euh, c'est pas pour autant parce que je respecte leur investissement, etc., que je serais pas capable de faire ce qu'ils font, que je vais considérer que leur discours sur le combat au couteau ou quoi est intéressant, même si le mec, peut-être, il lui arrivait de faire face à un mec un jour avec un couteau. Peut-être, mais qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis qu'un mec qui connaissait rien au couteau a réussi à survivre face à un mec qui connaissait aussi rien et qui en connaissait encore moins que lui. Tant mieux pour lui s'il a survécu à ça. Mais ces conclusions n'ont aucune valeur par rapport à l'expérience de génération et génération de mecs qui sont battus à l'arme blanche en Occident comme en Orient. Tu vois, Voilà, tu donc, sais comment je vois ça? Moi, je vois ça comme un médecin qui est généraliste et un hum, médecin qui est spécialiste dans la chose dont tu as besoin. Si tu vas hum, voir un généraliste, il aura même mieux que ça. Moi, en tant que. Maintenant, je viens juste de passer mon diplôme de diététicien en France, là, il y ok. a un mois. Je peux Bravo, te dire, félicitations. merci, je peux te dire que en diététique, les médecins, ce sont des billes. Ouais, C'est atroce, hein. Mais c'est malheureux, mais c'est logique parce qu'ils ont très peu d'heures bien sûr, bah d'apprentissage oui, en diététique. Et tout à fait. pourtant, aujourd'hui, ils donnent des conseils de diététique. Mais moi, c'est la dernière personne à qui je vais aller demander comment je mange pour avoir une meilleure santé. Parce que ce ne sont pas des spécialistes. Pourtant, ils connaissent certaines choses, mais Mhm. ce ne sont pas des spécialistes. Donc, de la même manière, je préfère demander à Michael Ilouz comment désarmer une personne au couteau ou en arme à feu, plutôt que demander à quelqu'un qui fait de la muay thai, quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Ou en MMA. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose éventuellement à rajouter? Non, pas particulièrement. Enfin, on disait sur tu vois, toutes les différentes disciplines, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que
les gens comprennent le cadre dans lequel ils travaillent, s'ils sont. Et l'efficacité en situation, c'est-à-dire que euh, on compare aussi des choses qui ne sont pas comparables souvent en termes d'investissement. Parce que les gens qui sont dans les traditions martiales, souvent, les arts martiaux traditionnels, s'entraînent peu par rapport à un mec qui fait du MMA, du JJB, etc. En termes d'heures, ou par rapport à un boxeur, ils s'entraînent beaucoup moins, ils travaillent moins leurs conditions physiques, etc. Et donc, Tu veux dire quand ceux on qui sont dans la self, tu veux dire? self, ils s'entraînent un peu plus que ceux qui sont dans les arts martiaux traditionnels en général. Arts Tu martiaux parles, traditionnels, je dirais ok. karaté, Ah, d'accord. karaté, aïkido, tu vois, un truc comme ça. Hmm. Donc je dirais qu'en termes de conditions physiques, le top, c'est les mecs qui font du MMA. En deuxième, c'est enfin, MMA, boxe thaï, tout ça, tu vois, des sports de combat. Mhm. Puis en deuxième, ce sont ceux qui font la self-défense. Et au bas de l'échelle, ce sont les gens qui font des arts martiaux traditionnels. Il y a des exceptions. Je connais des mecs qui font Bien des arts sûr. martiaux traditionnels, qui ont des physiques de fou, des mecs qui font du MMA, qui se laissent aller, pas de problème. Mais en termes de généralité, on a cette échelle-là. Mhm. Et donc, quand on va comparer des disciplines, en fait, on regarde des personnes et on en tire des conclusions sur la discipline. Ouais. En réalité, ce sont des personnes qui n'ont pas le même investissement. Et donc, le résultat, si tu veux, quand tu compares un mec qui va faire 15 heures de MMA par semaine à un gars qui fait 3 heures de karaté, tu peux pas dire que le MMA est meilleur que le karaté ou le karaté est meilleur que Exactement. le MMA, puisqu'il Exactement. y en a un qui a fait 3 heures, l'autre qui a fait 15 heures. Donc, combien tu as de gars de licenciés de MMA qui ont 45 ans, 50 ans, 60 ans, il y en a très très peu. Hmm. Donc ce sont des gens qui sont en général plus jeunes, qui ont plus de temps, qui investissent plus d'énergie, C'est qui ça. s'entraînent plus. Est-ce que ça veut dire que la discipline est meilleure? Il faudrait que ça soit, on prenne de la même personne, deux gens qui ont exactement le même patrimoine génétique, on leur fasse faire pendant autant d'heures de disciplines différentes et Hmm. qu'on les fasse combattre dans un cadre complètement ouvert pour voir quelle est Ouais, décision. et puis de toute façon, je pense que les deux ne sont pas, comment dire ça, ne sont pas opposés, dans le sens où les deux, on peut très bien pratiquer Absolument. les deux, justement pour être encore plus efficace. On peut tout à fait en plus, C'est même la chose à faire, je pense. si on veut répondre au maximum, aux cadres les plus variés, effectivement. euh, Exactement. voilà. Et, donc en aïkido, clairement, la plupart des gens ont une condition physique déplorable, etc. On en Ouais. déduit que l'aïkido n'est pas efficace. Non, les aïkidokas, en général, ne sont pas efficaces. Ça ne veut pas dire que l'aïkido n'est pas efficace. Tu vois, Hmm. donc Puis il y a, efficace pourquoi aussi? Efficace pourquoi aussi? efficace. Voilà. Donc il y a le pratiquant, il y a la discipline, etc. Et donc Ouais. comparer ce qui est comparable, mais ça c'est Alors, toujours assez. tout à l'heure, on parlait du Newaza. Toi, Mm. qu'est-ce que tu en penses pour un aspect justement self, si je puis dire? Pour la self, c'est bien. Sur le champ de bataille, ça vaut rien. Mm. Ouais, mais tu Tu vois, vois. moi, je pars du principe que même pour la self, c'est pas le top, hein. Non, je Encore une pense fois, pas que c'est le top, mais c'est fait. je parle du Newaza, je parle vraiment seulement du sol. Je pense pas que, bah, tu vois, il y a mon prof actuel de jiu-jitsu brésilien. Lui, il a eu une altercation il y a pas longtemps, malheureusement, et lui, il fait que du brésilien. Mhm. Malheureusement, il s'est pris un méchant KO parce qu'il a pas eu le temps de mettre en place son jeu. Mhm. Bah, pourtant, il est ceinture noire, il est je sais plus combien de dan, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais, euh, mais voilà, et pourtant l'autre, son agresseur, c'était un néophyte. Il savait pas forcément bien se battre. Mais euh, Mhm. je pense que le Newaza, je pense que c'est un peu comme justement le pied-point lorsque tu fais de l'aïkido, dans le sens où c'est la dernière chose qu'il faut que tu apprennes, quoi. C'est pas que c'est pas important, c'est que bah, c'est pas la chose que tu vas regarder en premier. Après, je sais pas Ah, ce que tu non, mais penses. c'est sûr, oui, oui, tout à fait, oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans un truc de self-défense, c'est ce que tu ajoutes à la fin. De toute façon, d'ailleurs, Ouais, au départ, ouais, voilà, exactement. En Krav Maga, par exemple, ils n'avaient même pas de travail au sol. Donc là, ils en ont rajouté parce que il y a de plus en plus Ah oui, de. alors attends, euh, le Newaza, c'est le travail au sol, parce que j'ai oublié oui, de... voilà, je le dis pour les gens qui écoutent. ouais. Donc là, ils ont rajouté pour avoir quelques éléments pour faire face à ça, parce qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, donc il y a des chances de se retrouver face à un petit jeune qui en a fait un peu, donc il voulait avoir quelques outils, mais c'est sûr que Ouais, dans la mesure du possible, moi quand j'ai parlé à Richard Douyeb ou Franck Rampers, toujours, ils disaient qu'évidemment, ils voulaient éviter d'aller au sol. ouais, S'ils y arrivent, voilà, ils essaient d'avoir quelques outils, mais clairement, comme tu le dis, c'est la pire situation. ouais. Déjà parce qu'ils peuvent être plusieurs, déjà, enfin, il y a tellement de. Déjà parce que les endroits aussi Armé, où voilà, les endroits aussi où tu peux avoir une altercation, ça peut souvent être des endroits où le sol, c'est pas un endroit où tu as envie de te retrouver. c'est ça, Voilà, exactement.
C'est ça. Voilà. Et puis il y a aussi un aspect aussi, c'est que, et moi je pense que c'est une des choses que je trouve qui est dommage dans tous les Newaza aujourd'hui qui existent. Je pense qu'il y a rien qui répond à ce que je vais te dire, que ce soit surtout la luta libre et le BJJ, puisque c'est les deux plus gros arts dans ce domaine-là. C'est que il y a quand même un manque entre guillemets de réalisme aussi je trouve dans le Newaza aujourd'hui actuel, parce que euh, si on veut vraiment faire du Newaza, on devrait savoir comment faire pour se défendre contre plusieurs personnes en Newaza. Ce qui est faisable avec notamment le style du Dragon de la Terre, je sais pas si tu vois ce que c'est. Didier Bédard, notamment, si tu le connais bien, il en avait fait, ouais. euh, le style du Dragon de la Terre qui répondait justement à cette problématique-là. Éventuellement, le fait de se défendre contre arme blanche au BDG, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fait. Même si on pense savoir, le fait de penser, ce n'est pas du tout la même chose que le fait d'en faire. Et c'est dommage, c'est dommage. Et tout ça, justement, et ben justement, ce serait, je pense, quelque chose qui serait beaucoup plus fait dans une pratique de l'aïkido, justement, en réalité, que dans la pratique du BDG. Et du coup, c'est un manque de réalisme, encore une fois, dans le BJ, parce que, encore une fois, le jiu-jitsu brésilien, la lutte libre, ça reste des sports de combat, ça reste comme tu l'as dit, des combats Rituel. rituels. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Tu as fait un peu de lutte libre ou quoi ou... Ah, ça, c'est ce qui me manque. J'attends que ça. Je voulais faire justement des, euh, des séances avec Nicolas Renier, justement, parce que je fais Bah, attention. Ouais. ouais, il est en France en ce moment. Oui, je sais, ouais, je sais, Ouais. je l'avais parlé d'ailleurs. Je voulais vraiment faire avec lui. Je pense que je fais très attention de qui je prends justement mes cours, et je pense que Nicolas Rognier, il est vraiment excellent là-dedans. Enfin, je pense, c'est un fait. En lutte à livrer, il est vraiment excellent. Et toi, tu en as fait? Bah, comme je te disais, l'été dernier, alors aux 24 heures du samouraï, déjà, j'avais invité un prof de lutte libre, Ludovic Rallo, et puis comme Ouais. son intervention m'avait bien plu, je l'ai réinvité pendant mon stage d'été pour que les élèves puissent avoir une connaissance de ce que c'est. Mais alors toi, est-ce Euh, que, mis à part les invitations ou quoi, tu t'en as fait? Est-ce que ça t'intéresse même? C'est ça la question. Je me ça, pose. ça m'intéresse, mais par contre, j'ai pas le temps d'en faire plus que Ouais, c'est ça. lorsque j'invite les gens à des formations enseignants. Euh, voilà, en fait, tout m'intéresse. Tu vois, Ouais, bien sûr. l'année dernière, donc dans les formations enseignantes, j'ai invité Christian Tissier, Ok. Hiro Mochizuki et Oshiro Zenei. Oshiro Zenei qui est 9e dan de karaté Goju-Ryu et Kobudo. Ok. Génial. Et cette année, j'ai invité Didier Bédard, et puis il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Moi, ils m'intéressent tous, malheureusement, et C'est ça, c'est hein. le temps. Donc à un moment, chacun doit choisir sa voie. Ouais. Mais par contre, pour les élèves qui me suivent, donc qui ont choisi l'aïkido, je trouve important qu'ils aient un contact avec des gens d'autres disciplines et non pas simplement regarder, mais d'avoir pratiqué 3 heures là, ils ont pratiqué 3 heures avec Didier Bédard, eh ben, ils ont eu une sensation, un goût, ils Mm, connaissent le parfum du Wing Chun. Ils vont plus mm, dire maintenant, ah non, ça c'est n'importe quoi, gna gna gna, ça sert pas. Enfin, tu vois. c'est clair. De même, j'emmène des élèves au Japon chaque année. Lorsque je les emmène, on va voir des profs de plein de disciplines, de karaté, de jujitsu, d'aïkido, de kendo, de iaido. Ouais. Et on va même voir dans une discipline plusieurs profs. Donc on va aller voir Mm, plusieurs profs d'aïkido, plusieurs profs de karaté. Et ce qui est hyper important pour moi, c'est pas de les emmener voir le prof que j'aime. Non, c'est qu'ils comprennent qu'il peut y avoir des choix différents et mhm. que, euh, je crois que tu en parlais tout à l'heure, mais une discipline a des points forts et des points faibles. Et donc, il faut avoir une connaissance des autres disciplines pour mieux comprendre ses points forts, mieux comprendre ses points faibles, Bien sûr. avoir du respect pour les autres disciplines. Exactement. Euh, Et voilà, ça veut pas dire c'est pas parce qu'il y a un point faible que la discipline ne fonctionne pas. Et c'est Non, ça bien aussi sûr. qu'il faut comprendre. Et c'est ça malheureusement qui est très mal compris aujourd'hui. Moi, je vois notamment en Wing Chun. Mm, euh, bon, alors certains pratiquants vont pas être d'accord avec moi peut-être, chacun. mais moi c'est quelque chose que j'ai vu. C'est que le Wing Chun, il y a des problématiques avec contre un pratiquant de lutte libre. Parce que Mhm, lorsque l'on va attaquer les jambes en takedown, ça va être compliqué de savoir se défendre avec la garde mhm, de trois quarts face. Là. mhm, mhm, Euh, mhm.
Mais d'un autre côté, lorsque l'on a pratiqué le Wing Chun et que l'on a excellé dans cette pratique-là, eh bien, on sait comment répondre à quelqu'un qui fait de la lutte livrée malgré que c'est ton point faible. Donc, c'est pas parce qu'il y a un point faible que forcément la pratique en soi est erronée. En fin de compte, c'est juste qu'il faut justement savoir avoir l'esprit ouvert et pouvoir comment dire ça, réfléchir à comment être le plus efficace dans son point faible en fin de compte. Ouais, bah, De la même manière que la boxe anglaise. Aujourd'hui, personne ne va te dire que la boxe anglaise c'est inefficace dans la rue. Personne ne va te dire ça. Mais quelqu'un qui fait de la boxe anglaise, encore une fois, contre un lutteur, il va galérer. De la même manière. ça, ouais. Ouais. Bah, l'exemple que je dis, c'est qui est le meilleur médecin? Je dis, bah écoute, ouais. C'est une très bonne, une très bonne comparaison. Est-ce que c'est le dentiste ou le neurochirurgien? Bah écoute, le jour où tu as une rage dedans, tu seras content d'avoir ton neurochirurgien. Ou le jour où tu as pris un pet et tu as un œdème au cerveau, bah ton dentiste, il sera. Tu vois. Donc, quel est le cadre, quel est le contexte, etc. Et donc, tu vois, si on médite sur ce que tu dis, en fin de compte, il n'y a personne qui peut être dentiste et spécialiste en cancérologie. Je sais pas comment tu dis. Exactement. Tu peux pas. Tu peux pas tout faire. Voilà. Donc, est-ce que c'est si. Est-ce que c'est. Comment dire? Est-ce que tu penses que l'on peut vraiment exceller dans toutes les parties de la défense? Non, si tu veux, c'est simple. Comme je te disais, Parce que le MMA dirait oui. Un pratiquant de MMA. Oui, mais ça, c'est un pratiquant de MMA qui n'a pas très bien réfléchi. Parce que moi, j'en connais certains qui sont clairs là-dessus. Encore une fois, Fernand Lopez, il est très clair là-dessus. Lui, il a aucune illusion là-dessus. Donc, certains pratiquants de MMA ont cette illusion que tu peux être comme un héros de film et t'es bon en tout. T'es à la fois un ninja, un garde du corps, un assassin. Tu vois, on te balance sur le champ de bataille avec ton fusil, tu seras aussi bon que. Non, si tu veux, ça c'est le. Et tu vois, je pense que t'as dit être comme un héros de film, mais je pense que le problème il est là. Hein. Je pense que les gens, c'est un peu entre guillemets une blague, etc. Mais je pense que c'est vrai. Les gens regardent trop de films. Non, mais c'est tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça. Tu vois, quand je te disais qu'au Japon, ils n'étaient plus bons parce que en fait, la seule image de la violence, ça venait des mangas, etc. Ouais. Et aujourd'hui, les mecs qui font des arts martiaux, ils voient les films et ils voient Jason Statham et il est bon dans toutes les situations, en fait, le mec. Mais c'est faux, encore une fois. C'est comme un médecin qui serait. images qu'on a mis dans la tête des gens. Voilà, c'est comme un médecin qui serait capable de tout faire. Qui serait orthopédiste, qui serait orthodontiste, qui serait. Non, c'est sûr que t'as qu'un dentiste ou t'as qu'un neurochirurgien sous la main et t'as une rage dedans, il saura mieux qu'un mec qui est comptable. Exactement. Mais il sera beaucoup moins bien qu'un vrai dentiste, tu vois. Donc, c'est pareil. Si tu vas dans un contexte guerrier, le mec de MMA, c'est peut-être pas sa spécialité, mais il sera mieux qu'un mec qui n'a rien fait. Si tu vas dans un ring, le mec qui a fait de la self-défense, c'est pas son domaine, mais il sera mieux qu'un mec qui a rien fait. Mais il sera moins bon qu'un mec de MMA. Donc c'est toujours un mec qui a fait médecine, il est mieux qu'un mec qui n'a rien fait, mais c'est sûr que tu préfères avoir un spécialiste de l'endroit où tu as mal. Dans le combat, c'est pareil. Un mec qui a fait un art martial, quel qu'il soit, sera meilleur qu'un mec qui n'a rien fait. Et après, chacun sera meilleur dans son domaine. Et c'est en toute logique, quoi. C'est sûr. Et après, il y a cette illusion de vouloir être le meilleur partout. Donc tu dis, je veux être le combattant ultime, donc la boxe c'est le meilleur pour les points, donc je fais la boxe, le JJB ou la lutte à livrer c'est le meilleur au sol, donc je fais ça, ou le taekwondo c'est le meilleur au pied, donc je fais ça. Tu dis ok, donc comme la cuisine, bon bah la meilleure entrée c'est le foie gras, donc je prends ça, le meilleur plat c'est le couscous, donc je prends ça, et puis si tu mélanges tout, tu dis non c'est dégueulasse, ça n'a rien à voir, c'est hors contexte, et tout mixé est dégueulasse. Ce qu'il faut faire, je pense, je pense que la réponse à cela, c'est être bon dans tout et exceller dans son domaine de prédilection. Et en vérité, c'est ce qu'on voit dans les plus grands combattants, c'est que tous les plus grands combattants sont bons partout et ils ont un domaine de prédilection. Si on regarde Khabib, c'était le sol, quand on regarde McGregor, c'était le pied-point, quand on regarde Fedor, c'était le pied-point, etc. etc. Enfin, quoique Fedor, il était comme spécial. Il était un peu bon partout quand même. Ouais, Fedor, là où moi je l'ai trouvé exceptionnel, c'était un combat, c'est le mental.
C'est-à-dire Ouais, que, bien sûr. par exemple, là, moi, Une des choses qu'on travaille le moins aujourd'hui. Ou voilà, quoi qu'on travaille le moins. et là où McGregor était un virtuose, mais franchement, au niveau mental, il était vraiment fragile, quoi. Et Fedor, ce que j'adorais, moi, c'est quelle que soit la situation, qui gagne, qui perd, machin, l'équanimité. Tout le temps, le calme. Il n'était pas aussi dans le paraître, dans le fait de. Tu sais, quand il y avait le regard avant le combat, il baissait tranquillement Ouais, les yeux, il était dans son ouais, truc, il faisait son truc et il finissait et il serrait c'est la ça. main et tout. Ouais, parce que Ce qui est des codes justement qui malheureusement ne transpirent plus aujourd'hui, tout à fait. mais qui sont de très très bons codes à avoir. Et surtout que dans les sports de combat, c'est dans un coin particulier, tout ça, donc tu peux t'exciter, faire preuve Ouais, c'est ça. d'agressivité et tout ça. Ouais. Mais maintenant, quand tu pars en campagne, un Sparte ou un samouraï qui partait en campagne, ça allait peut-être durer des mois. La bataille allait durer du soir au T'as pas matin. l'énergie à mettre. Tu peux pas être énervé, tu vois, et faire C'est clair. de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, tu vois. C'est À un clair. moment, pendant une heure, tu as fait il Non, c'est n'y a clair. plus rien. Donc le mec, ce que je dis, c'est des chirurgiens de la violence. Ils sont Et calmes. c'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui que les militaires, les légionnaires, en plus, tu as travaillé avec des légionnaires, je crois. Moi, j'ai pas encore fait ça, mais lorsqu'on voit les militaires, les légionnaires, etc., on les voit justement calmes. On les voit pas être des monstres excités de partout, etc., Ah, etc. quand tu vois Major Gérald, qu'est-ce que tu vois? Le Ouais, mec, il est calme. entre autres. Hein. Il est jamais excité, il n'est pas énervé. Euh, et en plus, il cherche pas d'une technique secrète ou quoi. Il fait des trucs Qui classiques fonctionne. qu'on fait dans les arts martiaux traditionnels. Ouais, c'est ça. Il s'entraîne pas comme un agité. Enfin, bref. C'est ça. De toute façon, je pense que c'est un des signes qui fait qu'on reconnaît un pratiquant sérieux et un pratiquant qui ne l'est pas. Je pense. Ouais, tout à fait. Génial, génial. Bon. Bon, est-ce que je te libère? Est-ce que ça fait Ouais, ça 2h11? m'a fait plaisir, écoute. Pareillement, franchement, Ouais. c'était super cool de faire ce podcast avec toi. Ouais. Ça Puis fait 2h12. j'ai hâte d'entendre le podcast avec le diététicien là, pas le Génial. diététicien, le mec Le kiné? le kiné, Le kiné. après. Ouais. Ouais, ça Ouais, m'intéresse. ça sortira bientôt. Normalement, en fait, je tourne plusieurs podcasts. Il y en aura notamment un qui va être tourné dans pas longtemps avec. Je sais pas si tu vois qui c'est. J'oublie tout le temps son nom, c'est atroce. C'est lui qui a fait le livre Hit. Ça te parle, le livre Hit? Ça commence par un G. En fait, à chaque fois que je pense à lui, je pense à Gun Deal, mais c'est pas du tout Gun Deal. Non, Il je va me connais pas ça. tuer quand il va entendre ça. Je vais couper hein, parce que. Ouais. Mince, comment il s'appelle? Attends, je vais regarder tout de suite. T'es un préparateur physique, c'est ça? C'est quelqu'un qui a fait un best-seller. Je peux pas dire que c'est un diététicien. Gilles Lartigot. D'accord. Gilles Ok. Lartigot, tu connais pas? Non, mais je t'avoue que moi j'ai vraiment une diététique dégueulasse, donc je suis. Bah, faut prendre un euh, coaching chez moi, qu'est-ce que t'attends? Je Non, suis mais là en fait, pour si ça. tu veux, là, tu vois, je voyage beaucoup Ouais, et quand j'arrive, moi, chaque semaine, je vais dans un nouvel endroit, ok? ouais, Mais quand j'arrive, les gens qui m'ont invité, pour eux, ils me voient une fois par an. ouais. Ils me Ouais, voient une donc ils fois veulent par an, t'inviter et ça fait exactement, ils ont plaisir. envie de m'inviter dans un endroit qui est particulier pour eux, Mais tu sais et que je fais des excès tous les week-ends. c'est exactement à ça que je réponds en vérité, pour dire la vérité. Parce que j'ai un type de coaching qui est un coaching suivi, tu vois, où je suis les gens. Et bah, je suis notamment des savants qui, de la même manière, voyagent partout dans le monde et qui, de la même manière, sont ultra occupés, etc. Et aussi certaines personnalités, tu vois. Et justement, bah, je suis là pour répondre à cette problématique-là parce que ma façon de procéder est un peu différente des autres coachs parce que ce que je fais, c'est que j'apprends à la personne comment avoir une bonne nutrition. Et ça, eh bien, ça donne comme conséquence de permettre à la personne de savoir comment manger, même justement quand on est invité ou quand on doit manger dehors ou quand ceci ou quand cela, on sait comment faire. Tu vois. Notamment, par exemple, je te donne un exemple, tu es invité par des gens en Chine ou quoi, tu vas avoir un buffet avec tout ce qui ne va pas, tu l'as devant toi. Et bien justement, il y a des aliments qui sont à privilégier plutôt que d'autres. Et Ah, il y a des manières de procéder qui fait que tu vas te rabattre sur un repas d'avant ou un repas d'après. hmm,
Tu as plein d'astuces comme ça qui font. Oui, j'essaye de faire ça un petit peu plus maintenant, c'est vrai. Ouais, Mais, mais c'est c'est comme. compliqué. Non, j'essaie de limiter les dégâts, effectivement, comme tu le dis là. Mhm. Euh, Non, mais Mais tu sais, ça ne peut même pas être le fait comment dire ça. C'est pas forcément une limitation de dégâts, il faut même pas voir ça comme ça, hein. C'est-à-dire que dans les aliments que l'on dit mauvais pour la santé, entre guillemets, il y a aussi des bonnes choses. Et ces bonnes choses-là, en fait, eh bien, tu vas prendre ces bonnes choses-là et tu vas essayer de limiter ce qui va être mauvais. Dans le sens où, par exemple, il y a des vitamines qui sont hydrosolubles et qui sont liposolubles. Et bien, les vitamines qui sont liposolubles, tu vas les trouver bien plus facilement dans les aliments qui sont, entre guillemets, mauvais pour la santé. Donc, lorsque tu vas être invité par quelqu'un, tu vas privilégier ces aliments-là. Et en fin de compte, lorsque tu vas manger ton autre repas, eh bien, tu n'auras plus besoin de ces aliments-là, donc tu vas manger euh, un repas qui va être justement, entre guillemets, fait pour combler l'autre. hmm, Tu comprends? Voilà. ok, intéressant. Ça me fait plaisir. En tout cas, c'était super intéressant. Ah, merci à Je toi. pense que c'était super cool. On a Et parlé puis, de choses qui étaient cool. désolé encore pour le retard là. Non, il n'y a pas de souci. Au contraire, merci énormément pour ton bon Voilà. comportement. Ça m'a fait plaisir de voir, de recevoir un message et que tu me dises justement que tu vas être en retard, etc. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de comportement. Au contraire.